Alors pour nous, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Estonie, que vous soyez en Allemagne, ça fait 3 ans que The Family est européen par nature, et donc c'est pas très important pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est que vous soyez ambitieux. La valeur cardinale à The Family, c'est l'ambition, c'est le fait que où que vous soyez en Europe, vous devez pouvoir être apte à créer une très grande boîte. C'est ça notre obsession. The Family, ça a été créé pour aider des gens à créer des plus grandes boîtes que la boîte qu'ils auraient créée par eux-mêmes. Et l'apport de The Family, c'est vraiment un apport de catalyse. Souvent, les gens nous demandent « mais qu'est-ce que vous faites concrètement à The Family ?» Et ça, c'est une très mauvaise question. On ne fait pas grand-chose de concret. Mais ce qu'on fait à The Family, c'est qu'on essaye d'aider les gens sur 3 aspects. On essaie de les aider sur l'éducation, sur le leverage, sur l'effet de levier qu'on peut avoir auprès d'eux, et sur leur financement. Et ça, c'est des besoins, on n'a pas besoin de se voir beaucoup. Une des magies de The Family, c'est qu'on a des relations très intenses avec nos entrepreneurs, mais on les a très peu souvent. Beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'accélérateurs, beaucoup d'accompagnateurs en start-up pensent que leur valeur ajoutée, c'est de casser les pieds des gens. C'est de passer beaucoup de temps avec les entrepreneurs. Chose en tant qu'ex-entrepreneur, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je ne sais pas d'où vient ce trip. C'est un peu comme le trip des agents immobiliers, vous savez, qui viennent à toutes les visites alors qu'ils ne servent à rien. Parce qu'ils savent que s'ils ne viennent pas à toutes les visites, ils n'auront pas leur com. Et c'est que souvent, quand vous avez pas de valeur, vous essayez d'avoir une valeur de la présence. La valeur de The Family, c'est pas la présence. La valeur de The Family, elle repose à dire que si on est actionnaire de votre entreprise, si on a 5% de votre entreprise, on va être obsédé pour faire en sorte que ces 5% valent un maximum d'argent. Alors qu'on est des affreux capitalistes. Et que c'est notre modèle économique. Notre modèle économique, il est d'être aligné en intérêt avec vous. Alors pourquoi 5 ? Parce que souvent, quand on demande 7, les gens disent non. Quand on demande 3, c'est pas assez. La moyenne des deux, ça fait 5. Vous voyez, c'est très, très réfléchi. Mais ces 5%, ils sont magiques parce que ces 5% veulent dire qu'on est associé. Et si on est associé, on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que votre entreprise réussisse. Et c'est là que commence la première incompréhension, c'est qu'on n'est pas un service provider. On n'est pas là pour faire la même chose avec tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Surtout dans un pays comme la France qui est très égalitariste. Je ne sais pas trop comment est la Belgique là-dessus. Est-ce que les Belges sont égalitaristes comme les Français ou... Ouais. Pareil, j'aime bien. Quand j'étais petit, je suis pas né en France, j'ai grandi au Liban et en Afrique. Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Et l'une des premières fois où un type m'a invité chez lui, un collègue de classe, sa mère a fait une tarte. Elle avait 3 enfants, plus moi, plus elle, plus le papa, plus le cousin, et il fallait couper la tarte en 7. Et alors, couper un truc en 7, c'est pas facile. Hein. Ça demande un peu de maths, c'est un nombre irrationnel, tout ça. Et résultat, à la mi, je l'ai vu suer pour être sûr que chacune des parts soit égale. Et un truc qui m'a vachement choqué, c'est que d'abord, moi j'aimais plus la tarte que l'autre. Donc je vois pas pourquoi il va en avoir autant que moi. Ce qui est ma définition de l'égalité. Hein. Plus de tarte pour celui qui aime le plus. Et puis en plus, moi je trouve ça horrible en termes de traitement humain de forcer un mec qui n'a pas envie de manger autant de tarte, de manger autant de tarte. Hein. Alors que des pauvres types dans mon genre manquent à côté. Hein. Et vous voyez cette vision de l'égalité que sous prétexte qu'on mange la même tarte, on doit tous avoir la même part de tarte, c'est une vision non entrepreneuriale. C'est comme ça. Et évidemment que c'est une vision de société qui est tout à fait acceptable. Et si vous avez ce genre de vision-là dans la vie et que vous essayez d'être entrepreneur, ça ne va pas marcher. Si vous pensez que 100% des employés doivent avoir le même equity, que 100% des salariés doivent avoir le même salaire et que 100% des gens doivent gagner la même chose, vous allez avoir du mal d'avoir envie de devenir milliardaire. Ça va être compliqué. À un moment, vous avez besoin de cette croyance, de penser que vous êtes un peu spécial, que vous êtes un peu unique, et que parce que vous êtes spécial et unique, vous méritez un peu plus que les autres. Alors, légitime ou pas, c'est pas votre problème en fait. Votre problème, c'est d'y croire, et votre problème, c'est de faire croire les autres que c'est vrai. C'est ça l'enjeu entrepreneurial. L'enjeu entrepreneurial, c'est de croire suffisamment en vous pour que tout le monde commence à croire avec vous. Et ce boulot-là, il n'arrive pas dans un truc égalitaire. Moi, je suis rentré à la maison, j'ai raconté cette histoire à ma mère. Ma mère m'a dit, tu ne revois plus jamais ces gens-là. Qu'est-ce que c'est fou. Et après, on a compris, en fait, c'est un truc culturel. Mais ma mère, quand elle faisait de la tarte, elle demandait aux gens, ah, qu'est-ce que tu veux? Puis elle négociait, quoi. Puis tout le monde négocie autour de la table. C'est le marché. Et vous comprenez pourquoi ça fait des entrepreneurs plus naturellement. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, quand vous êtes un entrepreneur et que vous démarrez, où que vous soyez, vous avez besoin de vous sortir de votre milieu local.
vous avez besoin d'avoir des gens qui vous benchmarkent pas par rapport à ce qui se passe autour de vous, mais par rapport à ce qui se passe le mieux où que ce soit. Et donc, si vous êtes en Belgique, votre problème numéro 1, c'est d'être belge. Comme quand vous êtes en France, votre problème numéro 1, c'est d'être français. Comme quand vous êtes aux États-Unis, votre problème numéro 1 en tant qu'entrepreneur, c'est d'être américain. Tous les pays ont leur downside dans l'entrepreneuriat. Il n'existe pas un pays idéal pour être entrepreneur. Les gens qui parlent du rêve américain sont des gens qui n'ont jamais vécu aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un enfer administratif, c'est un enfer comptable, c'est un enfer fiscal. Pour vous donner un exemple que peu de gens savent, aux États-Unis, quand vous opérez, vous devez faire 50 déclarations annuelles dans 50 États, parce qu'ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur la fiscalité de chacun des États. Est-ce que vous avez déjà vu un entrepreneur américain vous parler de ça? Est-ce que vous avez déjà vu un mec venir et créer sa boîte et monter sur scène, genre le fondateur de Slack, et venir chouiner sur scène en disant Yeah, it's very complicated, I need to do 50 fillings every year and it's horrible. Non, personne ne fait ça. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils pensent que ça, c'est le boulot d'un comptable et ils ont suffisamment d'années d'expérience pour savoir que c'est pas important, que ça apporte pas de valeur et que donc c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Et finalement, l'acte entrepreneurial, c'est un acte de rébellion dans ce sens-là. C'est un acte où vous soyez, vous avez besoin de vous rebeller contre la façon normale de faire des choses. Pourquoi? Parce que faire une start-up, c'est faire quelque chose d'anormal. La norme dans une start-up, c'est l'échec. Si vous prenez tous les entrepreneurs dans cette pièce, je ne vais pas avoir une grande... Je ne ferai pas Nostradamus en disant que 80% d'entre vous n'iront nulle part. Parce que c'est la réalité des startups. Et d'ailleurs, la seule façon de vraiment réussir une startup, c'est soit d'avoir de la chance, de réussir du premier coup, soit d'être très déterminé pendant très longtemps pour finir par réussir quelque chose. Mais réussir quelque chose du premier coup, c'est improbable. C'est plus souvent lié à la chance qu'au talent. Finir par réussir quelque chose à force d'avoir essayé, ça c'est de la volonté, ça c'est du talent. Et donc si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un entrepreneur belge, allemand, européen, vous êtes dans un cadre où on a un problème, c'est qu'on a peu de référentiels autour de nous et on a peu d'exemples. Si vous êtes un entrepreneur en Belgique, votre exemple, c'est tous les gens qui ont créé des entreprises industrielles en Belgique sur les 40 dernières années. Ils sont très sympas, il y en a plein qui m'invitent souvent à manger, ils sont charmants, ils vont dans des bons restos, ils ont de toute évidence une belle vie, mais ils y connaissent rien. Et la raison pour laquelle ils y connaissent rien, c'est qu'ils l'ont jamais fait. Et le problème, c'est que les écosystèmes considèrent qu'il vaut mieux être mal accompagné que pas être accompagné. Énormément d'entrepreneurs qu'on rencontre en Belgique ont des cap tables complètement pourris. Je ne sais pas ce que c'est votre problème national avec l'actionnariat. Je ne sais pas comment vous faites pour donner autant de parts à des gens qui ne servent à rien pour si peu d'argent, mais c'est une catastrophe. Et cette catastrophe, elle existe pourquoi? Parce que vous pensez qu'on est dans un monde où ce genre de capital fait la différence. Parce que vous pensez que ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui crée une très grosse boîte et un entrepreneur qui fait une boîte qui ne marche pas, c'est une histoire à 100 000 balles. Dans un monde où vous voyez tous les jours sur TechCrunch des gens qui lèvent des dizaines et des dizaines de millions. Donc laissez-moi vous révéler le secret de The Family. Le secret de The Family, c'est que ce qui fait la différence, ça se passe dans la tête, pas dans le portefeuille. Et que ce qui se passe dans la tête, ça demande de la discipline, ça demande du focus, ça demande de l'ambition, et que aucun de ça est naturel. Les gens qui naissent ambitieux, focus et disciplinés, il y en a, forcément, il y a toujours des inégalités, mais c'est pas la norme, c'est rare. À The Family, j'en vois qu'un. On a eu un seul entrepreneur qu'on n'a pas eu besoin d'éduquer, qui nous a plutôt éduqués. Vous savez, c'est comme les gosses qui éduquent leurs parents. De temps en temps, il y a des gosses qui sont tellement en avance, ils éduquent les parents. Donc, on en a eu un seul sur 500 boîtes. Pour vous dire à quel point c'est rare. Et tous les autres, si vous voyez à quoi ils ressemblent le jour où ils rentrent à The Family, vous seriez très étonné par à quoi ils ressemblent le jour où on vous les présente. Et ça, c'est le premier problème. C'est que comme on n'a pas de référentiel, on regarde les histoires à travers le prisme du storytelling. C'est quoi notre métier à The Family? The Family, fabricant de rêves depuis 2013. Notre métier numéro 1, c'est de faire passer des chats pour des lions. C'est ça, le premier truc qu'on fait, c'est on prend des petits chats, ils sont tout mignons, on les fait passer dans la machine à rêve, puis ils rugissent comme des lions. En fait, c'est des chats, c'est pas des lions du tout. D'ailleurs, les pires entrepreneurs de famille, c'est ceux qui y croient. C'est qu'ils ils ont oublié le process. Ils sont là, ils rugissent et tout, mais en fait, c'est un chat. Attends, on va t'enlever le basque et tout. Mais ce process, il est nécessaire, parce que personne n'achète le chat. Personne n'a peur d'un chat. Les gens, ils ont peur de lion. Et si vous attendez le jour d'être un lion pour vous prétendre être un lion, ça ne marchera pas.
C'est le problème de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est une partie de poker. Alors ça, c'est une histoire qu'on nous a racontée récemment que j'adore. C'est qu'en fait, on peut métaphoriser la vie comme un jeu, et que le jeu entrepreneurial, c'est le jeu du poker. Je vous explique. Vous pouvez jouer votre vie comme un lanceur de dés. Vous laissez tout au hasard, et vous lancez les dés, et vous espérez que la chance sera de votre côté. Ça, c'est les gens qui pensent que la chance, c'est tout, et ils font des coups. C'est les opportunistes, c'est les mecs un peu street smart, ils passent de coup en coup. Puis de l'autre, à l'extrême inverse, il y a les cérébraux, un peu testiculaires. Ils jouent leur vie comme une partie d'échecs. Ils pensent que chaque coup se réfléchit avec les plus, les moins, et ils pensent que l'ensemble des coups possibles sont une information disponible. C'est souvent les gens qui se posent des questions stratégiques très profondes. Mais en fait, la vraie façon de construire une startup, c'est de vivre sa vie comme une partie de poker. Ce qui est intéressant au poker, c'est qu'on peut gagner avec une bonne main, on peut gagner avec une mauvaise main, on peut perdre avec une bonne main, on peut perdre avec une mauvaise main. Et bien c'est comme dans la vie. Il y a des gens, ils gagnent avec une mauvaise startup. Parce que ça va pas, mais ils gagnent. Je sais pas, pensez Microsoft par exemple. Mauvais produit. Est-ce que vous avez déjà rencontré un mec qui vous a dit « Putain, Windows 95, ça c'était du produit ». Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné. Pendant ce temps-là, il y avait Apple qui avait raison. Apple, à l'époque, ils étaient obsédés par avoir raison. Mais ils gagnaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas la bonne distrib, ils n'avaient pas le bon commercial, et qu'en fait, c'était pas une bataille du produit, c'était une bataille de la distribution, et c'était une bataille du commercial. Vous voyez? Ça, c'est le cas typique des gens qui essaient d'avoir raison plutôt que perdre. D'ailleurs, il y a un film incroyable que vous pourrez regarder là-dessus qui s'appelle Pirates of Silicon Valley, qui est le meilleur film qui a jamais été fait sur l'ascension de Steve Jobs et Bill Gates. Et c'est ce qui est génial dans ce film, ce qu'on voit, c'est que Bill Gates, d'abord c'est un joueur de poker, ce qui renforce mon histoire. Et en plus, il a un truc très très marrant, c'est qu'il s'en fout. Il s'en fout profondément du produit qu'il fait. La seule chose qui l'intéresse, c'est de gagner la partie. Il n'est pas là à regarder des détails, à se dire « We are making a dent in the universe », blablabla. Et d'ailleurs, la différence entre Steve Jobs 1 et la différence entre Steve Jobs 1 et Steve Jobs 2, c'est que Steve Jobs 2, il a compris qu'il faisait des beaux produits, pas pour gagner la bataille commerciale, qu'il faisait des beaux produits pour sentir bien lui. C'est ce qu'il dit dans ses interviews sur le tard de sa vie. Il dit « Un jour, j'ai compris qu'on ne faisait pas des bons produits pour les clients, on faisait des bons produits pour ne pas avoir honte de nous-mêmes. Mais si les produits étaient mauvais, on aurait pu gagner aussi. Mais on ne sait pas faire, parce que nous, on est comme ça. » Donc vous voyez, tout ça, c'est des histoires de mentalité et d'état d'esprit. Et encore une fois, le problème, c'est que si vous allez voir des gens qui ont fait ça il y a 15 ans, 20 ans, qui ont fait ça dans un milieu traditionnel, dans un milieu où les règles étaient très différentes, vous allez prendre toutes les mauvaises leçons. Et la pire leçon que vous pouvez prendre, c'est de vivre dans un monde qui n'existe plus. C'est quoi le monde dans lequel tous ces entrepreneurs qui ont fait une boîte il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans vivent? C'est un monde dans lequel un certain nombre de prémices ne sont plus vraies. Prémisse numéro 1, le capital est rare. Quelle est la situation de votre génération? La situation de votre génération, c'est que même un singe finit par lever des fonds. Je veux dire, franchement, moi je pense qu'un jour on devrait faire l'expérience, on prend un macaque, on lui fait faire une start-up, et on essaie de lui faire lever des fonds sans jamais dire aux gens que c'est un macaque. Je suis sûr qu'il finira par avoir un mec à la BPI ou un truc qui s'est lâché. Ou au fond, je sais pas quoi, gouvernemental belge. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, de l'argent, c'est plus une commodité. Est-ce que ça va durer? Est-ce que le monde va continuer à être un monde qui dépense tant d'argent dans les startups? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Ils font trop rire les mecs qui sont là, ouais, c'est bientôt la crise, c'est pas la crise, ok, génial. Alors déjà, si on savait réellement prévoir les crises, on serait tous beaucoup plus riches qu'on l'est. Donc c'est la preuve qu'en fait personne ne sait, à part quelques personnes qui misent gros sur ces crises-là. Et deuxièmement, quand vous êtes un entrepreneur, vous n'êtes pas là pour vivre dans un monde idéal, vous n'êtes pas là pour avoir des valeurs morales dans des sujets qui ne sont pas de la morale. Quand vous voyez tous ces entrepreneurs qui disent « Oui, les entrepreneurs d'aujourd'hui n'ont pas un bon rapport à l'argent et gaspillent de l'argent », moi, j'ai toujours envie de leur répondre, mais de toute façon, en même temps, qu'est-ce qu'ils vont en faire de tout cet argent? Vous êtes Uber, vous levez 19 milliards. Vous croyez vraiment que vous allez être une meilleure boîte si vous comptez les crayons? Vous croyez vraiment que les mecs de Uber vont être une boîte qui vaut plus d'argent parce qu'il y a un contrôleur de gestion à l'étage? Mais ce qui est complètement con, c'est de croire qu'il y a des vérités. Ce qui est complètement con, c'est de croire qu'il y a des gens qui savent ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Non.
C'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous vous comportez comme s'il y a de l'argent. Demain, s'il n'y a plus d'argent, on apprendra tous à vivre sans argent. Enfin, les vrais. Tous les mecs qui sont venus pour la mode, je suis sûr qu'on sera beaucoup moins à la prochaine fois, quand il y aura la crise. Mais c'est pas grave. Parce qu'à la fin de la journée, avec un peu d'argent, beaucoup d'argent, ce qui compte, c'est la dynamique de marché. Donc, première hypothèse que tous ces gens ont, c'est que le capital, c'est le endgame. Mais le capital n'est plus le endgame. Le capital ne fait pas la différence. Il y a plein de boîtes qui lèvent plein d'argent qui meurent pour la simple raison que c'est plus ce qui fait la différence. Comme il y a plein de boîtes qui ont du mal à lever de l'argent et qui gagnent quand même à la fin parce qu'elles ont compris quelque chose sur le business beaucoup plus fondamental que leur levée de fonds. Et la levée de fonds, en fait, c'est simplement une inégalité dans votre capacité au pitch. Un des secrets qu'on a appris très contre-intuitif à The Family, c'est qu'en général, les entrepreneurs très très bons en levée de fonds font rarement les meilleures boîtes. En général, quand ils sont un peu bolos en levée, ils font des meilleures boîtes. Parce qu'en fait, comme ils n'ont pas la chance d'avoir l'argent que les autres ont, ils sont obligés d'être créatifs ailleurs. Mais en fait, quelle que soit la somme que vous levez, c'est un critère, c'est un paramètre. C'est pas une fin en soi. La deuxième chose, c'est que ces gens vivaient dans un monde, tous ces business angels, tous ces incubateurs, tous ces accélérateurs, ils viennent d'un monde où l'information est rare, où l'expérience a de la valeur. Regardez, de quoi parlent 100% des accompagnateurs traditionnels dans les startups? L'expérience, l'expérience, l'expérience. Alors c'est assez rigolo de parler d'expérience dans un monde où tous les 6 mois on ne comprend plus rien de ce qui s'est passé dans les 6 mois d'avant. C'est vachement drôle de parler d'expérience quand Donald Trump est élu. Hein, genre ouais, moi ça fait 30 ans que je fais de la politique. Bah ouais, pas de bol. C'est pas oui. Je veux dire, parlons des gilets jaunes en France. Quoi. Il y a des trucs comme ça, ils arrivent, et ça devient des réalités overnight. Quand même, hein, parlons de la France 2 minutes. La France était un pays où les gens faisaient grève pour pas aller au boulot. Maintenant, on a des mecs qui font grève le seul jour où ils bossent pas. Si ça, c'est pas un changement de paradigme délirant, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est arrivé overnight en France. Il n'y avait pas les gilets jaunes, maintenant il y a les gilets jaunes. Il n'y avait pas Macron, maintenant il y a Macron. Il n'y avait pas Trump, maintenant il y a Trump. Il n'y avait pas le Brexit. Genre, l'Angleterre était un pays pragmatique. Ils étaient business friendly. Les mecs, ils sont en train de faire un Kiri devant tout le monde, collectif. Deal, pas deal. Mais vous voyez, en fait, tout ça, tout ce que vous pouvez croire qui est vrai, est en train de se prendre des murs parce que les choses vont trop vite. C'est un peu comme si vous avez un mec qui était pilote d'une voiture, d'une 2 chevaux, et d'un seul coup, vous le mettez dans une Formule 1, et il vous dit qu'il a plus de chances de réussir à conduire cette Formule 1 parce que ça fait 20 ans qu'il conduit une 2 chevaux. Vous feriez pas confiance à un mec comme ça, on est d'accord? Alors pourquoi vous faites confiance à tous ces gens-là dont l'expérience est plus pertinente? Et pourquoi l'expérience est plus pertinente? Parce que le savoir est devenu une commodité. L'expertise est devenue une commodité. La différence entre ce qui se passait il y a 10 ans et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si je prends n'importe qui dans cette pièce et que je choisis un sujet au hasard, même hyper technique, et que je vous condamne à devenir un expert dans le sujet, il ne faudra pas beaucoup plus que 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir expert d'un sujet en 1 ou 2 ans. Qu'est-ce que c'est 1 ou 2 ans à l'échelle d'une vie? Imaginons que vous avez envie de faire une boîte dans l'agriculture. Agricool a levé cette semaine. Un des trucs qui me fait vachement rire sur Agricool, et que je peux révéler maintenant qu'ils ont survécu, c'est la petite arnaque de storytelling qu'on a créée à The Family. C'est Guillaume et Gonzague, 2 fils d'agriculteurs. Vous savez pourquoi j'adore ce truc? Parce que quand vous dites à un mec 2 fils d'agriculteurs, les mecs imaginent qu'ils mettent de l'amour dans les fraises. D'ailleurs, ils n'ont jamais planté un truc de leur vie, les mecs. Alors oui, ils sont fils d'agriculteurs, ça c'est factuel. Hein, leurs parents sont agriculteurs. Et d'ailleurs, comme tous les enfants d'agriculteurs, vous savez ce qu'ils ont un règle dans leur vie? C'est de surtout pas être agriculteurs eux-mêmes. Je veux dire, les agriculteurs, leur obsession, c'est que leurs enfants vivent pas le même cauchemar qu'eux. Hein. Les agriculteurs, leur première obsession, c'est de va faire des études et sors-toi de là, mon vieux. Alors, quand on dit aux gens 2 fils d'agriculteurs, vous voyez tout de suite l'imaginaire que ça crée? Vous voyez tout de suite le storytelling que ça crée? Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, c'est 2 mecs qui n'ont jamais rien fait pousser de leur vie, qui ne sont pas agronomes, qui ne sont pas ingénieurs, et ils étaient tous les deux VRP en pharmacie. Ouais, ils vendaient des softwares de gestion de pharmacie. Vous imaginez l'espèce de crédibilité? Alors bonjour, je m'appelle Guillaume, j'étais vendeur de logiciels en pharmacie.
Et là, je veux faire une boîte d'aquaponique dans la fraise pour révolutionner l'agriculture. Ben là, personne n'achète. Bonjour, Guillaume, fils d'agriculteur. Je regrette le temps de mon enfance où quand je mangeais des fraises, elles étaient bonnes. Depuis que je me suis installé à la ville, les fraises sont dégueulasses. J'ai décidé de changer ça et d'avoir une mission. Est-ce que un mot dans cette phrase est faux? Non. C'est juste une bonne, meilleure façon de présenter les choses. Oui, c'est des enfants d'agriculteurs. Oui, ils trouvent les fraises de la ville dégueulasses. Et c'est le storytelling, c'est de mettre la lumière sur l'info qui crée le bon environnement. Et pourquoi ça c'est possible de nos jours? Parce que l'Internet existe. Agricool, il y a 10 ans, c'était impossible comme boîte. Vous imaginez que personne n'a goûté une fraise Agricool et qu'Agricool a eu 82 chaînes de télé dans le monde qui ont fait un reportage sur eux. Ils ont même la télé nationale en Azerbaïdjan. C'est pas une blague. Qui a fait un reportage sur Agricool en Azerbaïdjan, mais là on ne peut pas savoir ce qu'ils disent, on n'a jamais trouvé un mec qui parle azerbaïdjan pour nous dire s'il les insulte ou s'il les trouve bien. Si ça se trouve en Azerbaïdjan, c'est un truc du genre, c'est une horreur, les fraises sont dégueulasses, etc. Mais ce qui est incroyable avec ce genre de boîte, c'est pas parce que vous le fake it au début que vous finissez pas par le make it. Aujourd'hui, Agricool, c'est une boîte qui développe des fraises, et ces fraises, elles sont super bonnes. Et ça, c'est un vrai storytelling, parce que c'est encore plus vrai que le fait que ce soit des enfants d'agriculteurs. Prenons un autre exemple, un peu belge, Slide Enjoy. Qui a commandé ici un écran Slide Enjoy? Ah, il n'y a que toi? Putain, les gars, vous les vendez où vos trucs en fait? Bon, bah, vous avez de la chance, parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté un truc, vous savez, vous branchez à votre écran et ça fait 2 écrans. Super produit, personne n'a jamais vu. Mais est-ce que c'est grave? Non. Parce que nous, on les soutient, Slide Enjoy. Pourquoi on les soutient? Parce qu'ils ont foiré toutes leurs deadlines depuis 3 ans? Non. Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient foirer toutes leurs deadlines depuis 3 ans? Non. Mais l'état d'esprit, c'est de pas lâcher. Quand je vous dis qu'une boîte, ça se construit par le mental, c'est dans ce genre de moment. Évidemment que se faire insulter et prendre des milliers de messages d'insultes tous les jours, c'est insupportable. Ça doit être terrible. Mais ce qui compte, c'est d'avoir la croyance que la prochaine deadline sera la bonne. D'ailleurs, Slide Enjoy sort en mai prochain. Et si c'est pas mai, bah, ce sera peut-être jour. Et alors, vous allez me dire, les gens, ils sont déçus, la réputation existe, tout ça. À chaque fois que vous vous direz ça, je vous demande de faire un exercice. Vous fermez les yeux et vous pensez à Donald Trump. Et normalement, ça devrait vous rassurer. Le monde, il est vaste. Vous pouvez décevoir beaucoup de gens et continuer à vivre quand même. C'est ça, la puissance de ce monde. Et ça, c'est la 3e hypothèse cachée. Pourquoi la société était si étouffante il n'y a pas si longtemps? La société était étouffante parce qu'elle avait des gatekeepers. Prenons mon exemple. Par exemple, moi, si j'étais dans la France des années 80, je pense que je n'aurais pas tenu très longtemps. Je n'ai pas fait Polytechnique, je n'ai pas fait l'ENA. En plus, j'ai pris 4 mois de prison avec sursis. Bon, c'est un truc. J'ai volé 5 000 € quand j'étais jeune. Je mets à coup pas, je ne le referai pas. J'ai un nom d'arabe. En plus, maintenant, j'ai une barbe, j'en rajoute. J'ai créé une soirée qui s'appelle les Barbares Attaques. Enfin, vraiment, c'est la provoque. Et pourquoi tout ça fait qu'on passe quand même à travers le filtre? Parce que j'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Dans les années 80, si je voulais parler aux gens dans cette pièce, il fallait que je passe sur TF1. Et le mec sur TF1, il avait le droit de vie et de mort sur quel message passe. Pourquoi la réputation et la marque, c'était aussi uniforme dans l'ancien monde? Parce qu'avant, la réputation et la marque, elle était décidée par les gatekeepers. Les gatekeepers avaient pouvoir de vous détruire dans l'establishment. Alors, l'establishment, maintenant, ça n'a plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que monsieur YouTube, il est là. Sur YouTube, vous n'avez pas besoin de demander la permission de qui que ce soit. Vous avez juste besoin de mettre votre message, et si ce message y plaît, il est envoyé à d'autres gens. Et en fait, le fait de ne plus avoir besoin de la permission, c'est la 3e hypothèse la plus invraisemblable et la plus intéressante dans notre génération pour qui que ce soit qui veut être entrepreneur. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez coder des choses et vous pouvez bâtir du message et transmettre ce message sans demander la permission à personne. Et ce qui est fou, c'est quand on se confronte à ça. Par exemple, on a une start-up belge, j'aime beaucoup dans mon portefeuille, qui a des problèmes avec un mec
qui veut 40% de leur boîte parce qu'ils leur ont donné l'idée de leur boîte. Donc un jour, ils étaient dans un bar, ils ont parlé des trucs, ils ont trouvé ça sympa, ils se sont dit, bah tiens, on va le faire. Est-ce qu'on a besoin de ce mec? Bah non, on n'a pas besoin de ce mec, ça n'a rien à faire de cette histoire. Et en fait, ce mec, il veut 40% de la boîte. Alors il m'a écrit un email, il m'a dit, j'aimais beaucoup The Family, au passé. Je trouvais que ce que vous faisiez pour les jeunes était formidable. Merci pour la condescendance. J'apprécie, les jeunes. Mais là, je trouve que c'est une rupture d'éthique parce que vous m'avez volé mon idée. Et ça, c'est la 4e chose. C'est que les idées, ça ne vaut rien. Jouons un jeu. Imaginons que là, j'ai une baguette magique et je fais apparaître des tables devant vous tous, avec le même four, la même température, la même farine, les mêmes œufs, le même chocolat. Ok? Et je vous donne à tous la même recette et 30 minutes. Et je vous dis à tous, faites un gâteau au chocolat. Et bien, il y aura un gâteau dans cette pièce qui sera meilleur que la somme de tous les autres gâteaux. Qui sera tellement incroyable que ce sera un no-brainer que c'est le meilleur gâteau. Maintenant, imaginons que je suis vraiment pas simplement un Poudlard, mais que j'ai des pouvoirs de fou. Et qu'en fait, en se faisant là, en ce moment, je suis en même temps dans d'autres villes. Vous voyez le petit fantasme de super pouvoir. Et j'ai fait la même expérience dans toutes les villes, et j'ai pris 100 villes, et j'ai pris les 100 champions, et je les mets dans la même pièce. Et je refais à nouveau la même expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura un gâteau qui sera meilleur que tous les autres gâteaux. Ça, cette réalité-là, elle est hyper dure à admettre. C'est que la seule valeur d'une boîte, c'est l'exécution. Et que l'exécution, ça ne vient que de la pratique, et la pratique, ça ne vient qu'en se prenant des murs. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui sait à quoi ressemble le mur, et qui vous dit « ne va pas là parce que tu vas échouer », en fait, c'est quelqu'un qui vit dans un monde où la prédiction et la prévision coûtent plus cher que l'expérience. Et ce monde-là, il n'existe plus. Évidemment que quand au 19e siècle, on fabriquait des usines, et qu'on prenait un investissement où on mettait en jeu 5 ans de travaux, 10 ans de capital, on mettait sa femme en caution, et on avait ses enfants dont on était obligé de vendre des organes. Parce qu'à cet âge-là, ils sont solides, ils s'en remettent. Vous voyez, ça, c'était faire une boîte. Et d'ailleurs, vous savez quel est le problème? Le problème, c'est qu'on n'arrête pas de vous dire que faire une boîte, c'est prendre des risques. Mais c'est faux, c'est plus le cas. Aujourd'hui, dans cette pièce, qui que vous soyez, c'est quoi votre pire risque? Pas avoir de salaire pendant 1 an? Je veux dire, les mecs qui mettaient leur famille, leur caution, qui prenaient des risques personnels, qui empruntaient de l'argent dans les banques pour lancer une boîte, ça, c'était du risque. Et on a gardé cet imaginaire de l'entrepreneur christique qui met toute sa vie en jeu, et on l'a appliqué à une génération qui fait des sites web pour 3000 balles. Et on a laissé les mêmes mecs en charge de donner des conseils. Et après, on dit, c'est quand même bizarre, on n'arrive pas à produire d'unicorne. C'est quand même bizarre, on n'arrive pas à faire des grandes boîtes en Europe. C'est sans doute parce qu'il y a quelque chose de cassé en Europe. Et bien nous, à The Family, on pense que c'est pas ça. Nous, on pense que ce qui est cassé, c'est la méthode. Ce qui est cassé, c'est la mentalité. Ce qui est cassé, c'est l'ambition. Ce qui est cassé, c'est comment les gens se comportent face au challenge. Ce qui est cassé, c'est le rapport au risque dans un monde où le pire risque est peut-être de passer pour un con. C'est de comment on se comporte face au risque quand la seule chose qu'on a à perdre, c'est peut-être 6 mois, 1 an de salaire. Et donc, puisque c'est ça, le risque, eh ben on peut être fou. Pourquoi les startups sont un tel régal intellectuel? C'est parce qu'on peut être frivole, on peut être non sérieux. Quand les gens viennent me dire « oui, mais tu encourages des gens à se lancer, après ils se plantent, ils sont détruits », je ne sais pas de qui les gens parlent en fait. Puisque la probabilité que rater votre startup soit une expérience tellement douloureuse que ça vous détruise, à mon avis, faire du vélo, c'est la même expérience pour ces gens-là. Le problème, c'est pas les startups, hein, c'est ce qu'ils font. C'est qui ils sont. Et évidemment, tout le monde ne va pas devenir un grand entrepreneur. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à résister au stress. Il y a énormément de raisons qui font que les startups sont dures. Mais n'oubliez jamais que cette dureté, ce stress, cette angoisse, elle est toute relative. Si on regarde les vrais gens en zone de guerre, si on regarde les vrais gens dans des zones où la situation économique est terrible, je peux vous dire que ça, c'est une réalité opérationnelle différente. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez le devoir, parce que la société a évolué, parce que la barrière à l'entrée n'a jamais été aussi faible, d'être fou. C'est un devoir. Parce que si vous réfléchissez à ce qui s'est passé, c'est que les 3 ingrédients
de l'entrepreneur, 2 d'entre eux sont devenus des commodités. L'argent n'est plus rare. Si vous faites un bon projet, où que vous soyez, vous aurez de l'argent. Il n'y a que les politiciens pour croire qu'il n'y a pas d'argent en Europe, parce que les projets sont bons, mais que les gens ne le comprennent pas. Non, il n'y a pas beaucoup d'argent en Europe, en croissance, parce que les projets ne sont pas à la hauteur des métriques qu'on voit en Chine ou aux États-Unis. Donc quand vous êtes un investisseur, et que vous pouvez mettre votre argent n'importe où, si vous avez le choix entre mettre votre argent dans Silicon Valley, dans une boîte qui croît de 20% par semaine, ou dans une boîte en Chine qui croît de 100% par semaine, si vous avez vraiment cette opportunité-là, pourquoi vous iriez mettre votre argent en Europe? Et la preuve, c'est que The Family, on a créé des boîtes qui se benchmarkent avec leurs leaders américains, qui ont les mêmes croissances, et comme par hasard, tous les meilleurs investisseurs américains veulent investir dedans. Et tout le monde pense que c'est par notre réseau. Mais non, c'est une conséquence, ce réseau. C'est pas une cause. C'est un truc très européen de croire qu'en fait, il faut connaître quelqu'un pour avoir son argent. Non, un bon investisseur, vous n'avez pas besoin de le connaître pour avoir son argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir une relation préalable avec lui. Vous avez simplement besoin de le convaincre que vos chiffres sont bons. Il y a 2 façons de le faire, le séduire ou le prouver. À votre avis, laquelle des 2 est le plus simple? Évidemment qu'à long terme, c'est le prouver. Même si vous êtes une tanche en pitch, il existe toujours un moment à partir duquel vous devenez une évidence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des grands entrepreneurs américains sont un peu weird. Est-ce que vous croyez vraiment que Mark Zuckerberg brille par ses talents oratoires? Non, c'est pas ce qui... Les gens, ils n'ont pas acheté des actions Facebook en se disant « ça, j'adore le pitch du mec ». Non, ils ont pas fait ça. Ils ont dit « ouais, il est un peu bizarre ce mec, mais bon, j'ai envie de dire, soyons fous ». Vous voyez, ce retournement de situation, c'est ce qu'on cherche tous. Et c'est ce que vous devriez chercher. Et donc, vous devez apprendre à vous concentrer sur les bonnes choses. Donc, quand les gens nous demandent qu'est-ce qu'on fait concrètement, eh bien, la réponse, c'est rien. On fait rien de concret. Parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup d'amour. Et qu'à The Family, on est prêt à faire tout ce qu'il faut et tout ce que ça coûte pour pouvoir permettre à des gens de construire ce genre de boîte. Ça marche rarement, mais dans tous les cas, on s'amuse bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Essayons de faire un truc interactif. Moi, j'adore les questions. Je préfère les questions parce que je commence à m'auto-souler. Donc, posez-moi des questions. Ici, il y a plein de questions. C'est juste qu'ils me regardent. Voilà, des cours. Du coup, la question, c'est concrètement, c'est quoi le problème des Belges? Alors, nous, on voit 3 problèmes récurrents à chaque fois qu'on voit une boîte belge. 1, il y a toujours des cap tables de l'enfer. Je comprends pas. Des business angels, 30%, 49% de la boîte. On a même vu des trucs à 70% pour 200 000, 300 000 euros investis. 2, ils sont belges. Je leur dis à nouveau, hein, vous êtes entrepreneur, la tâche numéro 1, c'est de plus être rien. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes en Belgique qu'il faut subir la Belgique. Nous, on dit à des mecs, on leur dit, mais je comprends pas ça. On a un bureau à Londres. Londres, c'est combien d'heures de train d'ici? C'est 2 heures, ok. Paris, c'est combien? 1h30? Ok. Donc ça veut dire qu'il faut moins de temps pour aller à The Family à Londres et Paris que pour aller de Palo Alto à San Francisco en voiture. D'accord? Et à chaque fois que je rencontre un Belge, mais quand vous vous lancez en Belgique? Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi toi tu viens pas en fait? Pourquoi tu viens pas prendre le train? On n'a pas besoin de se voir beaucoup. Combien de fois on a besoin de se voir? Peut-être une fois par mois? Une fois tous les 2 mois? Vous pouvez pas faire une journée de rendez-vous à Londres ou à Paris une fois tous les 2 mois? Et c'est vraiment un truc vachement bizarre en fait. Et ce localisme qui est en fait hyper mauvais pour le business. D'ailleurs, je vous jette pas la pierre, les Français sont pires. Nous, nos entrepreneurs français, on leur dit, mais les mecs, il y a un super rendez-vous à Londres. Ouais, je sais pas quand est-ce que je passe à Londres. Mais connard, demain. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Genre, juste pour vous raconter une anecdote. Quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer les cofondateurs de Airbnb. J'en dis, en fait, c'est quoi votre meilleure expérience à voir ici? Il dit, c'était des dîners du mardi, on n'en a jamais raté un. C'est bizarre cette histoire, parce que j'ai lu que le meilleur conseil que Paul Graham vous a donné, c'était de lancer New York. Vous avez lancé New York à distance? Ah non, non, on était toute la semaine à New York. Attendez, vous avez fait New York, San Francisco tous les mardis pendant 3 mois? Et le mec, il n'a rien fait. Ben oui, c'est bien. Vous voyez quand je vous dis que c'est une histoire de mentalité?
Un Américain qui a un rendez-vous à New York, il se dit, oui, c'est une heure d'avion. C'est beau, ils sont en face, 6 heures. 3 heures de décalage. It's really next door. Et nous, en Europe, pour aller dans le pays d'à côté, aller chercher les ressources qu'on a besoin, c'est la mort. Et la troisième chose, c'est que si vous êtes une start-up belge, il est fort peu probable que votre premier marché le plus pertinent soit la Belgique. Il y a quelques exceptions. On en a quelques-unes à 2 familles d'ailleurs dans les start-up belges qu'on a, mais c'est très rare. Et donc, vous devez être ouvert. Vous devez vous dire, OK, on est une start-up belge, on a nos ingénieurs en Belgique, on a notre base en Belgique, mais on va conquérir le marché le plus pertinent le plus rapidement. Et donc, ça crée une espèce de truc. Et alors, en plus, il y a un truc vachement qui m'étonne. Moi, vous avez l'air tous connaître tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est dangereux, ça. Parce que ça crée du group thinking. Ça veut dire que un mec vous dit c'est impossible, à chaque fois qu'on est start-up belge, c'est la même chose. Ils viennent à The Family, on leur raconte des trucs. Ils rentrent en Belgique, ils rencontrent tous les gens autour d'eux. Vous ne pouvez plus parler avec eux. Puis on voit, c'est délétère. Je veux dire, pourquoi écouter ces fous à Paris qui ne savent pas de quoi on parle? Nous, c'est spécial, nous, c'est différent. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à Paris, c'est la même chose. Un entrepreneur à The Family parisien qui est français, ça ne marche pas à The Family. Un entrepreneur allemand à Berlin qui est allemand, ça ne marche pas. Un entrepreneur en Angleterre qui est anglais, ça ne marche pas. Parce que la première chose que vous devez faire en tant qu'entrepreneur, c'est de vous détacher de toute attache locale. Même si vous faites un super business local. Vous devez penser scale. Vous devez penser conquête. Vous devez penser croissance. Vous ne devez pas penser est-ce que je suis le leader. Alors, ce truc très français de quand on est célèbre dans le 8e arrondissement de Paris, vous savez, c'est dans l'arrondissement un peu de Bourges de Paris. Ça y est, on est le roi du monde, on n'a pas besoin d'être connu ailleurs. Ça, c'est déjà une maladie franco-française. Et en Belgique, il y a ce petit côté qu'on voit tous les entrepreneurs à succès qui sont des mecs, des nobody. Et des monobody en termes de métrique, en termes de réalisation, en termes de trucs, c'est cool, ouais, ils ont une boîte. Ils gagnent 10 millions par an, etc. Mais si c'est une question d'argent, si votre but dans la vie, c'est juste de vous dire, je vais gagner un peu d'argent, je vais gagner quelques millions, m'acheter une jolie maison et tout, je ne comprends pas pourquoi devenir entrepreneur. Pourquoi faire une start-up? C'est irrationnel. Ouvrez un business de service. Je veux dire, vous voulez faire de l'argent? Ouvrez un business de service, faites des dividendes. C'est beaucoup plus rationnel. Et c'est super d'ailleurs. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde devrait devenir entrepreneur et faire une start-up. Je pense que les gens qui veulent faire des start-up, c'est parce qu'ils ont envie de faire quelque chose d'important. Ils ont envie de faire quelque chose qui scale. Ils ont envie de résoudre un problème intellectuel hyper challengeant. Si c'est juste une histoire de bien vivre et faire un peu d'argent, faire une start-up, c'est le truc le plus irrationnel du monde. Si vous êtes bon à l'école, n'allez pas faire une start-up, allez travailler chez Goldman Sachs. Comme la plupart des gens, de toute façon, ils ne veulent même plus travailler chez Goldman Sachs, c'est pareil que les salaires montent en plus. C'est cool. Je veux dire, faites un... Et moi, je vois tous ces gens qui font des MBA, ils viennent nous voir et disent ouais, je vais faire une start-up. Mais non, tu ne veux pas faire une start-up, mon frère. Va chez EDF. Tu vas être beaucoup mieux. Va faire transition digitale. C'est cool. C'est pas... Et encore, le problème, c'est que tout le monde a envie d'avoir une vie pirate, mais personne ne veut payer le prix de la piraterie. Bien sûr que ça a un prix. Bien sûr que ça coûte cher. Je veux dire, si c'était une question d'argent, je ne ferais pas The Family. N'oubliez pas que les startups, aucun entrepreneur ne le fait pour l'argent. Et aucun ne le ferait s'il n'y avait pas d'argent à la fin. C'est ça le paradoxe. C'est qu'en fait, vous ne voulez pas un peu d'argent. Moi, ce n'est pas une histoire de gagner quelques millions par an. Moi, j'espère un jour avoir tellement d'argent que j'arrive plus à le compter. Vous voyez, mais ça vous ne pouvez pas être pressé. Vous avez besoin de différer votre ambition. Parce que si c'est, encore une fois, c'est une histoire de gagner quelques millions par an, je peux aller diriger le family office de Richard Branson. C'est un poste plutôt cool. Je paye 4 millions par an. En plus, Branson, il a l'air très marrant comme mec. Je suis sûr qu'on s'amuse avec lui. Genre, on va sur son île et tout. Enfin, je peux faire plein de trucs dans la vie. Je n'ai pas besoin de faire The Family. Si je fais The Family, c'est parce que je crois profondément que je peux faire quelque chose qui change la vie de milliers de gens, qui permet à des centaines d'entrepreneurs de réaliser des projets qui autrement n'auraient pas pu vivre. C'est ça l'ambition. Mais cette ambition-là, elle a un prix terrible, qui est le focus, le commit, les dizaines et les dizaines d'heures de travail. Je veux dire, l'entrepreneuriat, start-up, c'est le milieu où les gens travaillent le plus. Les entrepreneurs de famille travaillent beaucoup plus que les banquiers de chez Lazare, ou les consultants de chez McKinsey.
Pas pareil, c'est vrai. Parce que quand vous êtes consultant chez McKinsey, vous faites beaucoup d'heures pour un con. Parce que ça fait partie du process pour un jour faire des heures à un autre. C'est un truc, vous payez le prix du sang pour un jour faire payer le prix du sang. Quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas ça. Vous le faites pour vous-même, mais vous êtes baisé. Je veux dire, il n'y a personne pour vous dire que tu as fait du bon travail, mon vieux. C'est ce qui est incroyable d'ailleurs dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une méritocratie dans laquelle les clients votent avec leur temps ou leur argent. Leur temps, si vous avez un produit gratuit, leur argent, si vous avez un produit payant. Vous avez raison, vous gagnez de l'argent, vous avez tort, vous en perdez. Facile. Et à chaque fois que vous perdez de l'argent, vous perdez toujours le bon montant qu'il faut perdre. C'est la bonne leçon, c'est le prix de la bonne leçon, ça se price automatiquement, ça change et tout. Et c'est ça qui est incroyable dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est addictif. C'est pas parce que vous allez gagner mieux votre vie que la moyenne. Il y avait une question là. Là. Bonsoir, Oussama. Bonsoir. Alors j'ai une question. Effectivement, quel est le conseil que tu donnerais à l'entrepreneur en Belgique qui a effectivement beaucoup d'ambition, une bonne traction avec sa start-up, mais qui a un super cap-table de merde, et je pèse mes mots. Pour être honnête, pour être 100% honnête avec toi, je sais pas. Je sais pas, c'est la question la plus dure. Alors, nous, on est vraiment des tanches là-dessus, parce que à chaque fois, en plus, je pense que je suis la pire tanche là-dessus. À chaque fois, je leur dis, plus jamais les gars, on prend une boîte, la cap table, elle est pas pure, ouais, on se fait trop d'emmerde, machin. Puis après, il y a un mec sympa qui passe, il dit cap table, bon, ouais, on va faire une exception. Et à chaque fois, ça se passe mal. Alors, moi, j'ai une méthode un peu expéditive. C'est que nous, les quelques fois où on a fait des restructuring de cap table, je fais toujours la même chose. Je mets tous les invests dans un call. Tous. Et tu as vu The Dark Knight? Tu te souviens de la scène avec le Joker? Tu sais, tu as une pile d'argent. Et le Joker, il dit, je suis un homme simple. J'ai besoin de peu de choses dans la vie. I need bullets and cannons and some gasoline. And you know the common point between all of them? They are pretty cheap. Et ils brûlent l'argent. Bah en fait, ça, c'est l'ultime négociation. La négociation niveau 1 de débutant, c'est que tu veux tellement un contrat que tu es prêt à perdre pour gagner. Donc le mec en face de toi, il gagne, toi tu perds, et tu es content parce que tu as eu ton contrat. Ça, c'est le niveau 0 de la négo. Ensuite, avec l'expérience, tu apprends le niveau 2 de la négo. Le niveau 2 de la négo, c'est le win-win. C'est tu gagnes, je gagne, on est heureux, les intérêts sont alignés, blablabla. Ça, c'est le niveau 2. Après, il y a un niveau caché dont on parle assez peu aux gens, qui est le niveau ésotérique. C'est le lose-lose. M'en fous. Tu veux appuyer sur le bouton? Vas-y. Tu vas pas appuyer sur le bouton. Pourquoi on n'appuie pas sur le bouton? Mais tu vas perdre toi aussi. M'en fous de perdre. Et si tu es suffisamment crédible dans ça, c'est la seule façon de nettoyer une cap table. Donc en général, je fais un call. Tu vois, je l'ai fait récemment sur une boîte chez nous qui fait des biscuits. Un cap table pourri, elle a donné 25% à un mec qui oui, c'est ça, oui. Tout le monde dit le nom de la boîte. Oui, c'est cette boîte. Elle a donné 25% à un type qui était le CFO de la boîte. Ouais, alors moi, j'adore les CFO à la création. C'est un concept. Il n'y a rien à compter. Les mecs sont là. Attends, je fais le bilan. Le bilan, oui. On n'a pas le temps, quoi. C'est un truc. Donc, elle donne 25%. Le mec, en plus, il n'est pas très sympa. Il a fait pleurer. Elle vient, elle chouine auprès de Balthazar. Elle dit, mon Dieu, machin. Bon, bah, tu fais un call, tu mets tout le monde en call. Tu dis bonjour, les gars. Alors, en général, tu as l'entrepreneur qui bafouille en disant. Nous sommes là pour parler, je sais plus. Alors là, tu dis, écoute, je vais te la faire simple. Je pense que vous êtes des connards, les gars. Je pense que vous l'avez arnaqué. Et je pense qu'on a deux choix. Choix numéro 1, vous passez à 5%. Soit numéro 2, on plante la boîte. On plante. On recommence à zéro, rien à foutre. Et c'est le moment le plus dur, parce qu'en fait, il existe un risque réel que les mecs disent, on plante tout. Hein. C'est ça qui est important dans le lose-lose. C'est que le lose-lose ne marche que si tu es vraiment prêt à tout perdre. Alors là, en général, tu as l'entrepreneur qui t'écrit sur Slack en même temps, mais t'es sûr. Qu'est-ce que tu fais?
Et là, le mec essaie de te faire des arguments rationnels. Tu fais non, mais t'as pas compris que t'as 24 heures pour décider. Et là, tu raccroches. Voilà. Et ben dans 100% des cas, on renettoie la cap table. Alors en général, les mecs ne te parlent plus. Ils disent à tout le monde que t'es un escroc. Ils vont même jusqu'à mettre des commentaires sur YouTube expliquant que t'as arnaqué leurs pauvres petits entrepreneurs, que le gourou l'a pris sur leur influence. Mais t'as une bonne cap table. Et par contre, il faut rester fair. Je dis pas un mec t'as 0. Je pense que 5% pour un CFO qui a jamais rien fait, c'est super bien payé. Hein. C'est ce que nous on prend en The Family, 5%. Enfin, que je me dis, je donne autant à ce mec que nous. Ça me fait vraiment chier. Mais il faut aussi que l'entrepreneur paye ses conneries. Tu peux pas revenir dans une situation idéale où ça existe pas. Et voilà. Et après, au tour d'après, tu les cash out, tu payes, tu empruntes un peu d'argent perso. Et donc, tu fais un mélange entre argent et finance. Mais t'as pas d'autre façon de faire, en fait. Et les mecs, il faut remettre le rapport de force en place. Le rapport de force, c'est que quand vous avez un entrepreneur qui, au premier tour, a perdu 70% de sa boîte, il a plus que 30%, et les mecs ont mis, quel que soit l'argent qu'ils ont mis, c'est des gens qui ne comprennent rien à la création de valeur. Parce qu'ils disent, oui, ils sont dans des postures morales. Oui, mais moi, j'ai mis quand personne n'y croyait. Ah oui, sans blague. Sauf que maintenant, ça marche. Donc, tout le monde y croit. Et en fait, ils ne comprennent pas qu'en faisant un deal à ce point de faire, ça met en plus les chances de l'entreprise de devenir quelque chose de réel super basses. Moi, je pense que ce mec, là, dans cette boîte de biscuits, va gagner beaucoup plus d'argent grâce à moi que s'il avait gardé les 25%. Mais il est trop con pour comprendre. Et ces gens-là, leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas de l'argent. Ces gens-là, ils veulent de la reconnaissance, ils veulent du respect, ils veulent de l'amour, ils veulent des trucs bizarres, en fait, qui ne devraient pas avoir leur place dans une discussion de business de cap table. Et toi, si tu as une bonne traction et tout, plus vite tu règles ce problème, mieux tu te porteras. Et tu n'as pas d'autre façon de le faire. Alors, petit conseil tactique, c'est cool de trouver un mec qui prend toute la haine sur lui. C'est un des trucs non concrets qu'on fait à The Family, c'est ça. C'est d'être les connards. C'est cool. Parce qu'après, tu peux appeler derrière, dire bon, écoute, il a été dur, on va pas donner ça, on va donner 6. Mais d'un seul coup, tout ce que tu proposes a l'air tellement sympa à côté. Tu vois, les mecs se disent ah ouais, non mais nous, on se comprend. Là, il est un peu fou, ça va. Donc voilà, mais t'as pas d'autre choix. Et en fait, je pense que dans la majorité des cas, ça finit mal. Hein. Là, encore une fois, c'est marrant, en fait. Et en plus, au passage, je critique beaucoup les business angels. Mais en privé, ce genre de cas, les entrepreneurs, je leur fais des têtes au carré. Hein. Parce que le premier responsable de cette situation, c'est l'entrepreneur. Ne l'oublions pas. Ok, souvent, ils sont jeunes, incompétents, etc. Mais ils doivent payer le prix de cette erreur. Ils ne doivent pas le payer au point que ça rende la boîte impossible à faire. Mais ils doivent payer le prix de cette erreur, parce que c'est des erreurs honteuses. Et c'est en plus des erreurs qui reposent sur le fait que vous n'y croyez pas, en fait, que votre boîte va valoir quelque chose. Si le jour où vous créez votre boîte, vous pensez qu'un jour elle va valoir 1 milliard, mais jamais de la vie vous donnez 70% à quelqu'un. Jamais. Vous ne dites pas, je vais lui donner 700 millions pour être CFO à Python. C'est juste que vous vous dites, ah putain, c'est dingue, le mec il travaille gratos pour moi, quel abruti. Et c'est ça en fait la vraie pensée honteuse que vous n'osez pas vous dire. C'est que vous vous dites, c'est fou que les gens ils y croient en fait. C'est marrant, pourquoi? Moi-même j'y crois pas. Bon, continuons pour voir. Et ça c'est une vraie faiblesse morale, c'est un manque de transparence, c'est un manque d'honnêteté, c'est un manque de ça. Mais c'est pas pour ça que vous devez le payer au prix de la vie de votre boîte. Les cap tables sont graves parce que les problèmes de cap table empêchent les boîtes qui marchent de réussir. La différence entre une boîte qui marche et une boîte qui réussit, c'est la pureté de la cap table. C'est la pureté de la structure, la pureté de à quel point la boîte va être possible d'amener à un niveau d'ambition beaucoup plus grand. Oui. Alors attends, parce qu'il faut attendre. Ah oui, il y avait un micro là. Tu l'avais initié après. Question très sérieuse. Quelle est la position de The Family sur la demi-finale de la Coupe du Monde? France-Belgique. Ah, c'était la France contre la Belgique. Ah, attends. C'est la France qui a gagné. J'essaie de me souvenir. Ouais, c'est la France qui a gagné. Après, une autre question, question un peu plus sérieuse. Si tu devais comparer l'entrepreneuriat à un jeu ou à un sport, tu le comparais à quoi? Au poker.
Oui, je suis désolé, je l'ai déjà dit. Dans tes vidéos très inspirantes, tu parles souvent des Vikings et de l'histoire. Ouais, Quelle est la part de ce que tu as dit ce soir qui tient dans la vraie vie? 100%. Nous? C'est-à-dire, Je sais pas, je parle des startups et pas dans les captables. j'ai rien compris. Essaie de reformuler. Quelle est la part de tout ce que tu dis ce soir Ouais. Tiens, dans la vraie vie, donc de ces gens qui sont pas ceux dont tu t'occupes, et je ne doute pas que c'est 100%. Ah, excuse-moi, j'ai compris ta question. Tu veux dire, je reformule et tu me dis si c'est ça. Tu veux dire à quel point les conseils que je donne aux entrepreneurs, on peut les appliquer dans sa vie personnelle et on peut les appliquer dans des entreprises traditionnelles. Dans la perspective historique, la tienne souvent. Ouais, mais je pense 100%. Après, c'est pas la seule. C'est ça le point. Rien n'est vrai, tout est permis. J'avais oublié ça. C'est que c'est comme en maths. Une démonstration algébrique d'un problème reste une démonstration algébrique et elle n'est pas fausse parce qu'elle est algébrique. Une démonstration algébrique qui prouve son point est une démonstration vraie. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une démonstration géométrique. Si tu prends n'importe quelle décision que tu as dans ta vie, tu peux avoir une attitude entrepreneur exponentielle, comme tu peux avoir une attitude banquier, comme tu peux avoir une attitude je sais pas quoi, et le résultat peut être tout à fait satisfaisant et tout à fait vrai. Mais c'est là où tu as des choix personnels à faire. Moi, par exemple, j'essaie souvent dans ma vie perso de vivre ma vie perso comme je vivrais une start-up en fait, avec tout ce que ça veut dire. Alors, des fois, ça a des conséquences. Mais... Et un autre truc qu'il faut comprendre, c'est que 100% des décisions que tu prends ont un coût. Il n'existe pas de décisions qui n'ont pas de coût. Et ce coût, il faut être prêt à le payer. Et d'ailleurs, un des trucs les plus durs quand on crée une boîte, c'est le management. Parce que vous êtes entouré de gens qui ne comprennent pas ça. Vous savez, un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, moi, dans ma vie, c'est de me dire que 100% des gens que vous embauchez sont des psychopathes qui veulent faire rater votre boîte. 100% des gens qui travaillent pour vous sont des psychopathes qui veulent faire rater votre boîte. Et ils ne le savent pas, en fait. Eux-mêmes ne le savent pas. Et je vous donne un cas très précis qu'on vit tout le temps à The Family avec notre équipe et que toutes les équipes vivent, c'est les process. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez une boîte et que la boîte grossit, elle se complexifie, et quand elle se complexifie, la seule façon de régler cette complexité, c'est de créer un process. Quel est le problème de 100% des process? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que vous installez un process? Les gens qui appliquent ce process, ils ont oublié pourquoi ce process il a été créé. Et ils pensent que la vérité, c'est pas le résultat, mais c'est le process. Et donc tout ce qui contrevient au process devient un ennemi. Or, le problème, c'est qu'aucun process du monde ne peut capter 100% de la réalité. C'est pas possible. Il y a toujours des exceptions à un process. Et une bonne organisation, c'est une organisation dans laquelle vous allez passer assez de temps avec les gens pour qu'ils finissent par percuter qu'en dehors du process, qui est important dans 80% des cas, il existe 20% de cas où il faut utiliser purement son cerveau. Et d'ailleurs, regardez les situations les plus frustrantes de votre vie en termes d'expérience utilisateur, c'est toujours quand vous tombez face à un employé qui a son cerveau fermé. Par exemple, moi, la pire histoire que j'ai jamais vécue de ma vie, c'est d'avoir fermé un compte à Hong Kong. Je devais fermer un compte à Hong Kong et je suis tombé dans une loupe infinie de process. Où vous venez pour fermer le compte et le mec vous dit pour fermer le compte, il faut avoir 0 sur le compte. Je dis mais il y a combien sur le compte? Il m'a dit il y a $20 hongkongais. Ça fait rien, $20 hongkongais. C'est pas grave, je perds l'argent. Ah non, non, on peut pas, on doit vous transférer l'argent ailleurs. Ah, bon ok, faites un virement sur ce compte. Ah non, on peut pas, le virement minimum c'est $100 hongkongais. Donc vous déposez de l'argent. Est-ce que je peux faire le virement? Non, il faut venir demain. Vous revenez le lendemain. Vous déposez l'argent. Vous faites le virement. Vous revenez le surlendemain. Vous dites voilà, c'est pour fermer le compte. Ah, vous pouvez pas fermer le compte, c'est de l'argent. Je comprends pas, je suis venu hier. J'ai fait un transfert sur ce compte. Ah oui, mais il reste $2 hongkongais sur le compte. Et pourquoi il reste $2? Parce que le taux de change a changé sur le moment où vous avez fait le virement et maintenant. Bon, est-ce que je peux faire un virement de $2? Non, parce que c'est un compte international, c'est $100 hongkongais. Bon, ok. Est-ce que je peux faire un virement de $2 local? Oui, vous pouvez. Mais je me tourne comme ça, je regarde le mec, je fais « Hé, tu veux $2 ?»
Et donc le mec me donne son RIB, je dis voilà, faites un virement là-dessus, tout de suite. Et elle me fait, mais je peux pas. Mais pourquoi? Mais vous le connaissez pas, ce type. Je dis, qu'est-ce que vous savez que je vous le connaissais pas? Bah vous venez devant moi de lui demander. Et c'est pas votre ami, he's not your friend. Je me tourne vers le mec. Do you want to be my friend? Il sort. Et vous savez, la seule façon de sortir de ça, il y a une seule façon, c'est vous hurler tellement fort, faites un tel scandale dans la banque, qu'il y a un chef qui finit par venir, hey, qu'est-ce que c'est, bordel? Mais fermez-lui son compte, à ce con! Et monsieur, le process, mais fermez le compte! Le mec va foutre le feu! Avec le bandana et tout, ça fait une semaine que tous les jours tu viens pour fermer ce compte. Mais ça c'est, en fait, et évidemment, vous rentrez chez vous, vous dites HSBC, c'est de la merde. Mais en fait, c'est pas HSBC la merde. C'est qu'en fait, c'est un mec plein de bonnes intentions qui un jour a créé un process, qui s'est dit, tiens, la bonne règle, c'est qu'on ferme pas un compte avec de l'argent dessus, sinon les mecs vont nous attaquer en justice. Et il était pas con, le mec, hein. Je suis sûr qu'il y a un lawyer qui a facturé $1 million pour cette règle. Il existe toujours un lawyer quelque part qui gagne de l'argent. Et donc le mec, ils ont pensé ça, ils ont fait le process, ils ont fait le truc. Et un jour, il y a un mec au guichet qui pense que cette règle qui a été créée pour éviter que des comptes avec des millions dessus soient fermés, se dit, le cas du mec avec ses $2, c'est la même histoire. Putain, c'est du truc... Et évidemment qu'en fait, il y avait un moyen de fermer ce compte. Mais c'est juste que le type était bloqué dans le process. Et en fait, c'est là où, en fait, tout ce que je te dis est applicable ou pas applicable. En fait, c'est un choix. Est-ce que tu décides ou pas de suivre ce chemin? Et il y a des milliers de chemins que tu peux suivre. Et si c'est pas des millions... Et attends, il y avait le micro par là, oui, c'est ça? Oui. Après, Bonsoir, on ça va va. le- Je m'appelle Jérôme. Bonjour, je Jérôme. Liège. Et donc, je relis le titre de la conférence. Obtenez une meilleure partie de l'Europe, peu importe où vous soyez. Ouais. La question, c'est avec quoi je repars ce soir en relation avec ce titre. Rien. Meilleur... Rien, rentre chez toi. L'éternelle philosophie de famille. Rien. Avec quoi je repars ce soir en relation avec ce titre? Avec quel est ton meilleur conseil pour tirer le meilleur parti de l'Europe? Rejoins The Family. C'est ça, The Family. The Family, c'est de pouvoir tirer le meilleur de l'Europe ce soir, avec le meilleur leverage possible pour créer une start-up. Et c'est quoi le meilleur de l'Europe? Voilà. L'argent à Londres, C'est ça la question. c'est le swag à Paris, c'est la discipline à Berlin, c'est Pas l'Estonie ou Gibraltar ou Malte. peut-être bientôt. Pour être honnête, pour nous, la définition de l'Europe aujourd'hui, c'est Londres, Paris, Berlin. On va pas se mentir. On a commencé un tour européen, on voit plein de villes, on découvre des choses. On commence à avoir une petite intuition de ce à quoi ça veut dire un famille européen. Mais le sujet, il est quoi? Le sujet, c'est où que tu sois, tu dois être le plus global possible, tu dois être le plus européen possible. Et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la Chine est inaccessible, l'Amérique de Trump est de moins en moins accessible, et donc on ne va pas avoir d'autre choix que de construire une réalité européenne commune. Et cette réalité européenne, elle n'existe pas aujourd'hui parce que 3 problèmes. Les gens ne bougent pas, les gens ne se connaissent pas, et les gens ne s'aident pas. Et c'est ces 3 problèmes qu'on essaie de résoudre à The Family en passant plein de temps à bouger, à gesticuler, et ça va un jour prendre une rationalité. Mais la rationalité de The Family, ça vient toujours a posteriori, ça vient jamais a priori. Je sais qu'il existe un The Family européen. Et la seule façon de le construire, c'est que plein de gens y croient avant que ce soit réel. Voilà, je vous le dis. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire à The Family, c'est de créer un The Family dimension européenne. Parce que la seule façon de créer des billions de dollars, ce sera de les faire à l'échelle européenne. Ce ne sera pas à l'échelle française, ce ne sera pas à l'échelle allemande, ce ne sera pas à l'échelle anglaise. Je veux dire, le Brexit, le machin, ça me bat les couilles. Je veux dire, c'est pas parce que l'Angleterre Brexit qu'elle sera plus dans l'Europe. Hein. Ça va rester au même endroit, il ne va pas y avoir un changement de géographie. Dieu ne va pas venir le prendre et dire tiens, on va t'installer près de Singapour, tu as l'air plus à l'aise là-bas. Au grand détriment des Anglais, ça ne va pas arriver. L'Angleterre va rester en Europe, Brexit ou pas. Il y a un là-bas. Bonsoir. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une start-up pour réussir sans devoir donner 5% de famille? Je m'en bats les couilles, il y a un point. Non, mais. Écoute, je sais pas. Est-ce qu'il y a plein de startups qui réussissent sans donner 5% de family? C'est sûr. C'est pas. Il y a plein de startups qui veulent nous donner 5%, dont on est sûr qu'elles vont réussir et qu'on ne prend pas. Parce que le critère pour rentrer à The Family, c'est pas est-ce que la startup va réussir ou pas. Je veux dire, il y a plein de très bonnes startups faites par des gens qu'on ne peut pas blairer. C'est pas parce qu'on ne peut pas les blairer qu'ils ne font pas des bonnes startups. C'est 2 infos complètement décorrélées.
D'ailleurs, cette histoire que notre métier serait de sélectionner les startups qui vont réussir, je sais pas, à chaque fois que je parle avec des VC, des investisseurs et tout, ils nous disent ouais, comment vous faites sur Deepflow et tout. Maintenant, j'ose plus parce que je me fais engueuler, mais à chaque fois j'ai envie de leur dire au hasard. J'aimerais que quelqu'un m'explique qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre que de l'intuition, du feeling. J'aime bien le mec, j'aime pas le mec. Moi, le nombre de boîtes où j'étais persuadé que ça allait cartonner et ça fait faillite, le nombre de startups où j'étais persuadé que ça allait pas cartonner, ça a cartonné. Le nombre de mecs, je me suis dit, ouais, le mec est sympa, faut le prendre à The Family, mais son business, c'est les poteries, puis pivotra, puis bon, ce business est dingue. Le nombre de mecs où tu te dis, ouais, là, c'est le business de fou, bon, le mec est pas terrible, mais le business est tellement bien, on peut pas se le refuser, puis le mec est catastrophique. Tu vois, tout ça est humain, en fait. La matière humaine, c'est une matière qui est quantique, par définition. Tu vois, il n'existe aucun modèle économique qui décrit l'humain correctement, c'est pas pour rien. C'est une réalité épistémologique, c'est comme ça. Maintenant, quel conseil donner à une startup qui n'est pas The Family, c'est qu'en fait, ça te montre notre niveau de focus. C'est qu'en fait, je pense que tous les conseils qu'on donne à The Family, tu peux les appliquer même si tu n'es pas The Family. Ce qui fait la valeur de The Family, ce n'est pas les conseils qu'on donne. C'est pour ça qu'on met toutes nos vidéos sur YouTube. D'ailleurs, c'est une, je pense, des déceptions les plus terribles, en fait, quand on rentre à The Family. C'est comme on a un logo un peu ésotérique, tout ça. Tu vois, on a des reptiliens sur nos trucs. Les mecs croient qu'on est Illuminati, quoi. Tu vois, t'as des niveaux. Et donc ils pensent qu'ils vont rentrer et on va leur révéler le secret. Et après, il y a des mecs, des fois, qui me disent ouais, je suis super déçu par The Family, j'ai rien entendu de plus que sur YouTube. Tu croyais quoi? Que c'était un freemium? C'est pas Canal+, il n'y a pas une version cryptée. C'est quoi ces gens? Enfin, c'est qu'ils sont bizarres, les gens, c'est un truc. Mais non, parce que ce qu'on pense être la valeur de The Family, c'est de nous avoir avec toi et qu'on soit alliés. Après, t'as envie de dire, mais ces mecs, j'ai pas envie qu'ils soient mes alliés. Très bien, pas grave. Mais ça n'a rien à voir avec le succès. C'est est-ce que tu as envie d'en faire partie ou est-ce que tu n'as pas envie d'en faire partie? Par contre, il y a une loi assez marrante, c'est que 100% des gens qui ne veulent pas donner de part à The Family parce qu'ils ont peur de donner des parts, eux, ils font faillite. Parce que les mecs qui ne donnent pas de part parce qu'ils ne voient pas la valeur qu'on apporte, c'est différent de ne pas de voir la valeur mais de trouver ça trop cher. Alors ceux-là, c'est magique à quel point, à chaque fois, ils prennent le mur. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ne pas voir la valeur, c'est une chose. Mais se dire c'est trop cher, c'est penser qu'on a un pouvoir de négo dans les pricing. Et ça, c'est très boîte de service. C'est pas du tout start-up. La différence entre une boîte de service et une start-up, c'est que dans une boîte de service, pour réussir, il faut dépenser moins. Dans une start-up, pour réussir, il faut gagner plus. C'est deux mentalités complètement différentes. Et si votre effort et votre succès et tout, c'est d'être capable de négocier, dépenser moins, d'avoir le bout de gras, vous n'aurez jamais autour de vous les talents qui vous permettent d'éclater les étoiles. Parce qu'il faut être généreux. Il faut amener des gens qui viennent là et qui ne viendraient pas là si... Un truc qui me fait toujours rire avec ces histoires d'equity. Vous savez, quand Sheryl Sandberg elle a rejoint Facebook, Facebook valait déjà 1 milliard. Et c'était une boîte qui avait 500 salariés et qui gagnait déjà quelque chose comme 50 ou 100 millions par an. Et ils lui ont donné 7% de Facebook. Quand Eric Schmidt a rejoint Google, Google faisait déjà 1 milliard de chiffre d'affaires. Ils étaient déjà profitables et ils ont donné 10% à Eric Schmidt. D'accord? Et évidemment, c'est une décision que les VC ont pris avec les fondateurs, etc. À The Family, on voit des VC européens qui pensent que donner 0,25% à un ingé, c'est peut-être beaucoup. Je dis, mais il y a un moment, les boîtes, elles sont construites par les mecs qui travaillent du jour au soir. Enfin, c'est bizarre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des mentalités de « Ah ouais, mais attends, en fait, mon gâteau, il va réduire de taille. » Alors que les Américains, ils disent « Si j'ai 1% du plus gros gâteau de la Terre, ça vaut quand même beaucoup plus qu'avoir 100% du cookie d'à côté. » Et c'est ça, en fait, le truc. Donc, ces histoires de part, il y avait par là, oui, c'était là, vas-y. Ouais. Salut, une petite question par rapport à une des vidéos où tu dis qu'une startup qui réussit, c'est une startup qui résout un problème et qui sait exactement quel problème elle résout. Alors, vieux fan, toi.
Depuis le début. Et donc, je voulais savoir, et tu avais parlé aussi qu'il y avait des exceptions à cette règle, on va dire. Ouais. Et j'aimerais savoir si tu pouvais un peu élaborer sur ces exceptions, justement. Pourquoi tu te sens une exception? Raconte-nous ce que tu fais, vas-y. Vas-y, raconte. Non, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait ta startup? Parce que de toute évidence, ça ne résout pas un problème et tu te sens mal. Vas-y. Exactement. Ça sera beaucoup plus intéressant. Vas-y, fais un truc concret. Oublie la théorie. Vas-y, raconte. D'accord. Donc l'idée, c'est de faire émerger les opinions les plus représentatives d'une communauté. En gros, voilà, c'est ça. Ouais, ça, c'est un très bon exemple de boîte qui va souffrir. Pourquoi tu vas souffrir? Parce que, pose-toi cette question. Pourquoi une boîte qui a si peu de barrières à l'entrée n'existe pas déjà dans des milliers de versions? Pourquoi? Il n'y a pas de risque technologique. Il n'y a pas de risque produit. N'importe quel dev peut créer cette boîte. Pourquoi il n'y a pas des milliers de boîtes successful qui font ça? Ah oui, lesquelles? C'est un bon exemple. Et c'est un bon exemple pourquoi? Parce que ce n'est pas une opinion d'une communauté. C'est pas ça la valeur de Stack Overflow. Stack Overflow, mais non, mais attends, fais pas genre, t'es dev, tu dis Stack Overflow, c'est pour des problèmes. Tu vas jamais sur Stack Overflow pour exprimer ton opinion. C'est une fonction dérivée. Tu vas sur Stack Overflow parce que tu as ta fonction PHP qui ne marche pas, elle peut un bug, tu mets le bug dans Stack Overflow, et il y a 10 000 mecs qui ont bugué sur le même truc que toi, qui upvotent, jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui vienne et dise ouais, parce qu'en fait, là, ta fonction, elle est mal collée. Voilà. C'est tout. Enfin, c'est pas... Et la valeur, c'est justement pas l'opinion. Et en fait, ce qui se passe dans toutes ces boîtes-là, où tu n'arrives pas à voir vraiment où est le vrai problème, c'est qu'en fait, fondamentalement, tu ne réponds pas à un besoin de marché et donc tu n'es pas capable d'expliquer clairement comment tu vas gagner de l'argent. Et parce que tu n'es pas capable d'expliquer clairement comment tu vas gagner de l'argent, tu n'oses pas affronter cette réalité-là. Et donc déjà, ta boîte, elle ne devrait pas être définie comme ça, elle devrait être définie dans une hyper niche. Peut-être qu'il existe des communautés d'opinion qui s'expriment aujourd'hui. Un bien meilleur cas, c'est que tu me dis, j'ai découvert que telle partie de la population avait beaucoup de mal à se coordonner et donner son avis sur tel sujet. Et si telle partie de la population, ça les intéresse de savoir, les marques et tout, et j'ai développé un outil qui les connecte. Là, il y a un truc réel. Parce qu'il n'y a pas de barrière technologique à l'entrée, mais il y a une barrière marché, il y a un besoin de marché. Et tu vois, ça résout un problème dérivé. Mais c'est toujours une forme de problème qui est résolu. Parce que c'est comme en philo, ce qui compte, c'est la façon dont tu poses la question. La problématique, c'est 80% du travail en philo, c'est 80% du travail dans les startups. Et vraiment, c'est un test que vous pouvez tous vous faire. Quand tu n'as pas de barrière à l'entrée, qu'il n'y a pas de risque produit, qu'il n'y a pas de risque techno, et que ça n'existe pas encore, la probabilité, c'est parce que personne n'y a pensé avant, est très 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 faible. C'est parce qu'en fait, tous les gens qui ont essayé sont morts. C'est ça le succès. Et on est pitché des milliers de fois par contre, le truc. Et à chaque fois, c'est une autre idée dans le même genre. C'est je sais pas quoi faire le vendredi, et donc je vais faire une app qui me raconte ce que mes potes vont faire ce jour-là. Vous le connaissez ce pitch? Vous avez installé combien d'apps qui font ça? On a tous installé plein. Est-ce qu'il y en a une seule qui marche? Non. Parce qu'on n'ose pas s'avouer qu'en fait le vrai problème c'est qu'on ne veut pas que notre pote sache ce qu'on fait. Et que le vrai truc c'est qu'en fait on s'en fout de ce que nos potes font. Mais on n'ose pas se voir comme ça. Et d'ailleurs, récemment j'ai eu une vraie leçon de vie sur la nature humaine de ce genre-là. C'est les mecs de Netflix qui m'ont raconté qu'ils ont mis des années à comprendre que les gens mentaient sur Netflix. Vous savez, Netflix, ils ont dépensé des millions pour faire des algos de recommandation basés sur ce que les gens déclarent aimer. Donc, comment ça marche? Vous venez sur Netflix, vous dites j'aime ce film, j'aime pas ce film, j'aime ce film, j'aime pas ce film. Et là, Netflix vous propose plein de films qui ressemblent aux films que vous avez aimés. Simple, non? Et qu'est-ce qui se passait? Netflix vous proposait des films que vous aimez et les gens churnaient. Et les gens churnaient en disant ouais, il n'y a rien à regarder sur Netflix. Pourquoi? Parce que 100% des gens qui répondent à ce questionnaire mentent. Parce que quand on nous pose la question quel film on aime, on ne répond pas vraiment quel film on aime. On répond les films dont on a la perception qu'on devrait aimer. Et qui reflètent good en you, en us. Et donc en fait, les recommandations qu'on a sont complètement décorrélées des vrais films qu'on regarde. Donc maintenant, quand Netflix vous demande quel film vous aimez, ils ne prennent plus du tout cette info en compte. Et ils basent leurs recommandations sur une seule chose, ce que vous avez déjà regardé. Et comme par hasard, les recommandations sont incroyablement plus efficaces.
Et ils continuent de vous demander ce que vous aimez pour que vous puissiez continuer à vous sentir bien en disant que tel film est un grand film parce que vous avez lu la critique dans tel magazine. Mais à la fin, American Pie 6, ben vous l'avez regardé. Et d'ailleurs, un autre truc très contre-intuitif, Netflix a arrêté de mettre les classements des films les plus regardés. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à partir du moment que les films rentraient dans les classements des films les plus regardés, les gens ne les regardaient plus, alors qu'ils avaient envie de les regarder. Ils se disaient, oh là là, c'est tellement mainstream, j'arrive tellement tard. Mais oui, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est percer le secret et le cœur des gens. Et donc, dans ton cas à toi, tu dois trouver où est le vice chez les gens. C'est quoi le truc pervers qui fait que les gens auront envie d'utiliser ton truc? 100% des apps qui marchent ont une perversion derrière. Si tu veux la meilleure version du problème, c'est ça en fait. C'est pas qu'il y a juste... Pourquoi on dit un problème? Parce que derrière un problème, il y a quelque chose qui fait mal. Et derrière quelque chose qui fait mal, il y a toujours un peu un vice. Donc en fait, si tu veux pas réfléchir par la problématique, réfléchis par le vice. À quoi de pas beau ça répond et ça nourrit? Parce que nourrir ce qui n'a pas de beau en nous, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire comme entrepreneur. Vous avez 4 heures. Vas-y. Oui, une question. Comment ça se passe concrètement, par exemple, une start-up qui aura envie de rejoindre The Family? Et est-ce que vous allez d'abord la conseiller et puis entrer dans la start-up avec les 5%? On donne 1 an aux gens pour décider de nous donner les parts. 1 an pendant lequel vous les accompagnez déjà alors. Ouais, et ça, c'est gratuit alors c'est payant? C'est 5%. Après, c'est du prof que... Mais non, dès le départ, c'est 5%. En fait, quand tu viens à The Family, ça coûte 5%. Ok. Ouais. Mais ces parts, tu as 1 an pour nous les donner. D'accord. Donc peut-être que tu es un grand fan, il y a des gens, ils les donnent au bout d'une semaine. Ils en prenaient les parts. Et il y a des gens, ils attendent 1 an et 1 jour. Sauter les parts. Puis il y a des mecs, ils attendent 1 an et 1 jour pour dire ouais, non, c'est pas mal ce que vous avez fait. Je pense pas que c'est les vôtres. Ok, et alors les 5%, sinon sur le long terme, alors il n'y a pas de délai. C'est-à-dire sur le long terme, il n'y a pas de délai. Ben, les 5%, je veux dire, à partir du moment où vous décidez de l'accompagner, ça doit. Enfin, si la start-up continue d'être accompagnée. Ah, tu ne quittes jamais la famille. Oui, on ne quitte jamais. Jamais. You never leave the family. Merci. Après, évidemment, c'est tout le sujet. C'est qu'il y a plein de startups à The Family qu'on ne voit jamais. Les startups à The Family, on les voit à 2 moments. Quand elles sont perdues, quand elles sont en crise. Évidemment, tu as plus de chances d'être perdu au début que quand tu as une boîte qui cartonne. Mais même quand tu as une boîte qui cartonne, de temps en temps, tu as des crises. D'ailleurs, c'est un truc assez marrant, c'est que pour travailler à The Family, il faut être hyper optimiste. Parce que la seule interaction que tu as avec les entrepreneurs, c'est quand ça va pas. Parce que quand ça va bien, les mecs, ils t'appellent pas. Hein. Moi, j'ai jamais un entrepreneur qui m'a appelé pour me dire écoute, je voulais juste te dire que ça cartonne. C'est vraiment trop bien. Merci pour tout ce que tu as fait. Quoi. Et d'ailleurs, quand vous savez, quand on a des grosses startups à The Family, machin, une de mes plus grosses angoisses personnelles, c'est quand ils m'appellent. Genre, t'as pas vu machin de telle boîte depuis 1 an. On te dirait qu'il est mort, tu serais pas surpris. Parce qu'un entrepreneur qui a une boîte qui marche, il bosse. Il n'a pas le temps d'envoyer des messages d'amour aux gens, enfin, faut pas déconner. Et c'est normal, enfin, je sais jamais de ma vie, je vais aller courir après un mec en lui disant alors. Et là, le mec, vous lui avez pas parlé depuis 1 an, 2 ans, puis vous voyez son nom sur le téléphone. Et à chaque fois que je prends le téléphone, je fais ça. Allô? Qu'est-ce qui se passe? On va pas gagner d'argent en fait. Et c'est dans 100% des cas, c'est qu'il y a eu une grosse merde. Mais c'est cool, en fait, je me plains. Mais c'est ce que j'aime le plus dans ce métier, moi. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est que vous pouvez jamais prendre une minute de repos. D'ailleurs, une des grandes questions que je me pose souvent, c'est combien d'années vous pouvez faire ça? Parce qu'en fait, il y a un moment, on est le soir, le week-end, c'est super, ça. C'est une drogue gratuite, légale. Et puis c'est toujours un truc. Et en plus, un des trucs que je peux vous dire après 5 ans à The Family, c'est qu'il n'existe aucune crise qui ressemble à la crise précédente. Et les pires conseils qu'on a donnés à The Family, c'est les moments où on a été automatique. C'est-à-dire que de temps en temps, parce qu'on est des humains, on fait des conneries. Par exemple, récemment, on est passé à côté d'une grosse crise. Parce qu'en fait, il y a une de nos boîtes qui nous dit que ça ne va pas parce que je n'ai pas vraiment écouté pourquoi et j'ai commencé à donner tout un plan d'action. Dieu merci, il y avait quelqu'un dans notre équipe que je voulais former et que je voulais amener au rendez-vous.
Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne situation pour former quelqu'un. Et je vais au rendez-vous et comme il y a quelqu'un qui connaît rien au dossier, je recommence à poser les questions fondamentales. Et pendant le rendez-vous, je deviens blanc. Parce que je me rends compte qu'on est passé à côté de la pire cata de l'histoire de l'humanité. En fait, j'ai pas écouté le mec. En fait, le problème qu'il avait était très différent du problème qu'il m'avait décrit. Il n'a rien compris au problème qu'il avait. En fait, moi, je pensais que la boîte était morte, alors qu'en fait, la boîte, elle est très bien. J'ai quand même dit au mec, prépare-toi à dire à tout le monde ça, que c'est la faillite de vous. Mais vous imaginez, c'est comme quand vous êtes médecin et que vous faites une erreur de diagnostic et que vous allez buter le mec, alors qu'en fait, il suffit d'un Doliprane. Hein. Mais c'était interstellaire le rendez-vous. Hein. D'ailleurs, le mec était avec moi et il me dit, putain, mais elle va super bien en fait cette boîte. Je dis, oui, en fait. Non, mais bon, oublie, c'est pas grave. Donc il faut faire très attention. Et d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'on finit toujours par faire les choses par automatisme. Et dès qu'on commence à faire les choses par automatisme, c'est là qu'on se prend des claques. D'ailleurs, si les dieux existent, s'il y a un monde dans lequel il y a des dieux qui existent, et qu'il y a une salle qui s'appelle entrepreneur, je suis sûr que c'est les pires enfoirés du monde. Je suis sûr qu'il y a une salle avec des mecs qui se disent « Tiens, le mec, il a un business plan. Qu'est-ce qu'elle dit, la case E25 Vas-y, fais-lui ça. » Et les mecs sont dans une salle à imaginer les pires crasses possibles. Il y a ce proverbe juif que j'adore. Les dieux ont un châtiment pour tout le monde, mais surtout ceux qui ont un plan. D'ailleurs, c'est Dieu, pas les dieux, c'est juif. Mais ça reflète vraiment en fait la situation, c'est que à long terme, 100% des startups finissent par avoir des emmerdes qui font que peut-être elles vont mourir. Et d'ailleurs, même des boîtes, vous savez, un des trucs les plus fascinants de notre métier, c'est de collecter les vraies histoires. C'est un peu nos Pokémon à nous. C'est de rencontrer des mecs qui ont des boîtes super bien storytellées, etc. Et de récupérer les Pokémon, si tu les fais boire, tu en dis alors là et tout. Et en fait, un truc qui est dingue, c'est que même des boîtes dont vous vous dites, cette boîte, elle a eu une croissance comme ça, il y a toujours eu des moments où il s'est passé des trucs qui auraient pu tuer la boîte. Parce que vivre à long terme, c'est un peu, imaginez qu'on invente un truc d'immortalité. C'est une pilule qui nous rend immortels. Eh bien, on aurait tous une date de mort. Pourquoi? Parce que l'immortalité, c'est pas l'invincibilité. Et quiconque qui vit éternellement finira toujours par se prendre une météorite sur la gueule. Il existera toujours un moment où vous finirez par avoir l'accident à la con, la situation. Et si vous vivez des milliers, des milliers, des milliers d'années, la probabilité que ça arrive ne fait que monter. Hein. Et d'ailleurs, je suis sûr que si on inventait une pilule d'immortalité, on serait tous des fliquettes. Parce que c'est marrant de faire du sport de haut niveau si le downside, vous savez, vous sautez en base jump, machin, si vous dites, ouais, je vais vivre 20 ans de moins, 30 ans de moins, 40 ans de moins. Si vous commencez à vous dire, je vais vivre 5000 ans de moins, le mec, dans ce coup, il va dire, écoute, je vais rester chez moi, je vais lire un bon livre, on va voir. Et en fait, même en faisant ça, on finira toujours par glisser sur le savon de la salle de bain, se fracasser le cerveau, etc. Et ce qui se passera, c'est que la mort deviendra un truc beaucoup plus inégalitaire. Pourquoi la mort est un truc qui ne choque pas les gens en termes d'inégalité? Parce que statistiquement, on meurt à peu près tous dans un endroit donné, dans à peu près la même truc. Il n'y a que les gens qui travaillent à l'hôpital qui savent que la mort est très inégalitaire. C'est pour ça que quand on voit des enfants malades, c'est horrible. Parce qu'on se dit que c'est profondément injuste. Ils n'ont pas commencé à vivre, ils ont déjà cette merde. Et personne ne peut ressentir autre chose qu'une haine et une violence. Imaginez si on vivait des milliers d'années. On aurait ça. Et bien les startups, c'est la même chose. La startup, c'est comme vivre des milliers d'années en 2 ans. C'est que tout ce qui est possible, inimaginable, qui ne peut pas arriver, qui est impossible, etc. Bam, 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 bam. Et d'ailleurs, les boîtes les plus angoissantes de The Family seront celles qui n'ont jamais eu de problème. Parce que c'est comme avoir un mauvais système immunitaire. Quand vous vous prenez plein d'emmerdes au début, ça vous rend super fort. Vous avez eu la grippe, la malaria, l'herpès, vous avez eu tout et vous avez pris les antibiotiques, les shots, les opérations. Vous êtes paré. Quand vous avez été en milieu stérile toute votre vie et d'un seul coup on vous met une petite grippe, ça peut vous buter en fait. Parce que vous avez un corps qui n'est pas du tout adapté. C'est pour ça que je ne sais pas. Alors évidemment, en même temps, vous ne pouvez pas créer artificiellement des problèmes.
J'ai des boîtes qui cartonnent, vous n'avez pas commencé, alors je fous des fausses emmerdes pour les entraîner. C'est pas, ce serait très drôle comme métier, ça. On a une pièce à The Family à la cave, où on fait ça. Non. Notez, les gars, notez. Question. J'ai une question. Yeah. Hey, Osama. How are you? Great. I have a question. So what if? Okay. Yeah, I'm doing in English. Okay, so, great. So we are doing well in the startup, going traction. Still not a full product, but we have investors, and well, we notice that they can't keep up. And now the question is like, how do you cope with that? Like that you are gaining traction, but still some people around you don't follow quite in that path. What is the question? So we are a startup and we are doing quite well. Okay, We sure. are pushing, but we notice that it takes some effort to get our investors to follow us in speed. So it takes What do you some mean? time on decisions. And my question is now, how do you cope with that? Why do you need any investor decision? Well, Tell me an example of decision where you need your investor. where the money goes to which part. Okay, so you don't have investor, you have a boss. Well, It's not supposed to be like that. okay, A startup that needs to discuss with investor about how to spend money how is do not. you handle that? You need to fight with them and tell them that you will not ask their opinion again, and you need to change any legal document that state these kind of things. Like the only decision that should need to be taken in board are general strategic decisions. Like, are we going to acquire a company? Are we going to spend 5 million to change office? But anything below that threshold should never be discussed with investor. You cannot discuss day to day. Like, guys, you need to be independent. You need to be your own boss, and you are not doing a startup to have a boss without salary. Like, it's so irrational. It's not because someone invested in your company that he has the right to decide how it goes. And that's a very, that's one of the worst problems we see with most of the startups we meet, is that here, people that invest in startup, they think that they have a decent opinion about what to do. Even us as a family, we never want to be involved in this kind of decision. You can ask questions, we tell you answers, but we will never be a threshold or bottleneck to any decision you take. And so it means that you are putting the company destiny in the hand of people that are part-time. That's horrible. You know why CEO inside companies should always be the last call of decision? It's not because they are the smartest. It's not because they are the richest. It's because they are the most informed. Like, you cannot talk with someone that comes like, even if you are super involved and you take a reporting every week, you will never have the level of information of someone that is thinking of the company from the morning to the night. And if you prefer, like, if you give me a choice and tell me, there is one stupid guy with all the information and the most bright guy on earth with only 10% of the information, and which of them should take the decision, I will always bet it on the stupid one. Because it's much safer choice. Having the information makes you having better decision than being smart. Of course, if you are smart and you have all the information, then that's the magic. But that's why you should not involve investor by that. It's so sad. So take your investor, put them in a room, and tell them that they are becoming a liability for your company, and that no company on earth that ever succeeded had a governance where the entrepreneur need to ask questions. Like, look, Mark Zuckerberg, he buy companies for billions and he send the facts to the board. He's such a troll. Sending the facts. Not even an email. Yeah, board members, this is the facts for you. But you need this kind of thing. You need to be the boss of your fucking company. But the problem, hear me there. Most of you are so weak in front of investors because you want their money and you are begging and you hope that they give more money one day, and so you don't act as a fucking boss.
because you think that this relationship is not an equal relationship. And by the way, most of the investors are the same with the LP. It's so funny, you know? Like, because they are so worried that they do the same. You know, so they like, oh, they do reporting, blah, blah. No, what your investor deserve is full transparency on the decision you take. Try to take good moment to write good reporting. We decided to do A because ABC. And then, afterwards, we can tell you that they don't agree. But it's already done. And maybe, sometimes they are right. Like, I took a lot of decisions at the family that I regretted. And sometimes, it's because one investor was like, oh, you took this decision, you should have not, you should have done that. And I'm like, oh, that's right. Okay, next time I will do that. Because it's fine. No error is eternal. So, like, please, take back your company. Be a boss. Question. Ok, bonsoir. Donc j'ai une question en deux parties. Oui, aujourd'hui, j'ai déjà travaillé sur plusieurs projets. Maintenant, sur ces plusieurs projets, j'avais donc des partenaires et on va dire que voilà, je n'ai pas trouvé à chaque fois que c'était des bons partenaires. Parfois pour des raisons de compétences et d'autres fois pour des raisons d'égalité au niveau de la motivation. Donc aujourd'hui, quels seraient les critères pour choisir le bon partenaire pour se lancer dans une nouvelle aventure? Et est-ce que c'est quelque chose que The Family considère lorsque vous entendez les pitchs de quelqu'un? Juste pour donner un petit exemple, j'avais regardé une vidéo de Peter Thiel qui disait que donc il y avait trois entrepreneurs qui étaient venus pitcher leur business et avant même de les laisser commencer, il leur avait demandé comment ils s'étaient connus. Et ils avaient dit qu'ils s'étaient connus donc à l'école depuis 3 ans. Il avait dit je ne vais pas vous entendre parce que vous ne vous connaissez pas depuis assez longtemps. Et moi je préfère avoir des personnes qui se connaissent depuis super longtemps parce que même si ça ne marche pas, on continuerait de travailler ensemble. J'adore le storytelling des Américains. C'est quoi le plus gros investissement de Peter Thiel qui l'a rendu le plus riche? Tu connais? Son investissement ou ce qu'il Ouais, l'investissement qu'il a fait sur lequel il a gagné le plus d'argent, ever. Bah ouais, Facebook, ouais. Enfin. Facebook, ouais. Et les mecs de Facebook, ils se connaissaient depuis combien de temps quand ils ont créé Facebook? 2 ans. 1 an. Mais ça, je lui jette pas la pierre, j'utilise la même technique. Comme tu veux jamais dire la vérité aux gens, j'aime pas ta gueule. Tu dis, ouais, tu sais, si vous connaissez pas depuis 60 ans. Alors après, le problème, c'est qu'après, c'est record, c'est en vidéo, les mecs en font des règles, toi, t'es comme un con, tu me dis, putain, merde. J'ai utilisé cette excuse. Et après, en plus, il y a des gens qui croient que cette excuse, elle est réelle. Donc, tiens. Par exemple, moi, je dis souvent, écoute, franchement, ça a l'air super, mais je crois pas au marché. Genre, je travaille à l'INSEE, quoi. Non, j'aime pas ta gueule, c'est tout. Mais c'est pas poli de dire à un mec j'aime pas ta gueule. C'est normal. Donc, pour répondre à ta question en 3 parties. C'est même pas 2 questions, il y a 3 parties. Question numéro 1, comment choisir un cofondateur? Un cofondateur, c'est quelqu'un que tu aimes et que tu admires. Et donc, ce qui va faire que soit tu es quelqu'un qui a une barre assez basse et que tu aimes et t'admires tout le monde, et tu es dans la merde parce que tu vas finir avec des mauvais. Soit tu es quelqu'un qui a une grande exigence sur les gens, et si tu aimes et t'admires quelqu'un, eh ben, ce sera quelqu'un de formidable. Voilà. Et alors, souvent, ce qui me fait rire sur les gens qui prennent de mauvaises décisions cofondateurs, c'est qu'ils disent ouais, dans ma précédente boîte, j'avais un cofondateur, ça s'est mal passé, donc maintenant je serai tout seul. Ben non, la précédente fois, ça s'est mal passé parce que tu as mal choisi. Cette fois, il faudra mieux choisir. Mieux choisir, c'est plus important que pas choisir. C'est ça le bon learning. Donc, quelqu'un que tu aimes et que tu admires. Le problème de aimer et admire, c'est que tu peux mettre plein de choses derrière ça. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on n'a pas tous la même définition de pourquoi on aime les gens, pourquoi on admire les gens. Mais ça doit être un truc fondamental. Alors, il y a des petits tests que j'aime bien. Par exemple, est-ce que tu peux prendre ton portefeuille et le mettre dans la main de tes cofondateurs, leur donner tes cartes bleues et tout, et leur dire be my guest. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu as ce genre de confiance? Si tu n'as pas ce genre de confiance, c'est qu'il y a une relation de domination. Ok, il y a des boîtes qui marchent très bien. Il y a des gens, ils ont des associés, ils n'ont pas des cofondateurs. Le modèle idéal, c'est que tu as des cofondateurs. Le modèle en dessous, tu as des associés. Le modèle en dessus, tu es tout seul et tu as que des employés. Un associé, c'est une relation rationnelle. Un cofondateur, c'est une relation irrationnelle. Mais pour aller chercher cette forme d'irrationalité, il faut aller chercher beaucoup d'égalité.
Et d'ailleurs, 100% des gens qui font des boîtes seuls, c'est pourquoi ils sont seuls. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. C'est parce que tout simplement, ils ne supportent personne. C'est fine. Il y a plein de gens très bien qui supportent personne. Mais assumez-le, c'est tout. Il y a des gens, ils font des boîtes, ils ne peuvent pas donner l'équité à égalité. Est-ce que c'est grave? Nous, on dit souvent, il vaut mieux que ce soit quasi égal. Il y a plein de boîtes de ce famille où l'équité n'est pas égale. Je ne comprends pas, mais la règle, mais il n'y a pas de règle. Pourquoi on dit ça? Parce que ce qu'on dit, c'est que dans un monde idéal, si tu donnes l'équité à égalité, c'est que tu penses que la valeur du travail de chacun est extraordinaire et donc elle vaut beaucoup. Mais il existe des situations où on crée des boîtes avec des gens dont l'apport n'est pas aussi évident que les autres, et c'est normal qu'il y en ait un qui a un peu plus que les autres, parce qu'il a un peu plus d'expérience, il a un peu plus leader, il a un peu plus tout ça. Et ça, nous, on a même été dans des pièces où j'ai fait des trucs à l'envers. Des fois, je fais réduire les parts, mais des fois, je fais augmenter les parts des gens. Je dis, tel mec devrait avoir plus que les autres, parce qu'il n'y a pas de règle. Mais ça envoie un message. Ça envoie un message qu'on pense que quelqu'un autour de la table a un peu plus d'expérience que les autres. C'est fine. Je veux dire, on peut pas. Le monde idéal n'existe pas dans la vraie vie. Mais il y a plein de cas où on recommande l'égalité. Et il y a plein de cas où il faut faire attention de ne surtout pas mettre à égalité. Et ça, c'est là où il faut activer ton cerveau. Et alors, pour répondre à la troisième partie, qui est que depuis combien de temps il faut connaître les gens, etc. Moi, j'ai créé The Family, je connaissais Alice depuis 3 mois. Et Nicolas depuis 5 ans. Mais j'avais pas besoin de plus de 3 mois avec Alice. Parce que 3 mois avec Alice, c'était plus intense que 5 ans avec Nicolas. Mais c'est comme ça. Les gens, ils ont leur rythme, les gens, ils ont leur intensité. Tu sais, Nicolas, la première année où je l'ai connu, je crois qu'on s'est vu 2 fois. C'était 2 fois génial. J'ai vu 2 fois le travail. Puis après, la deuxième année, je l'ai vu 1 fois. Puis après, il y a une année, il s'emmerdait, je m'emmerdais, on se voyait tous les jours. Il avait un travail. Moi, j'étais au chômage, il avait un travail. Je ne sais pas comment on faisait pour voir tous les jours. On se voyait tous les jours. Et voilà, et donc, tu as des rythmes avec les gens. Il y a des gens, c'est des évidences. Il y a des gens, c'est pas des évidences. Il y a des gens, tu te dis, mais jamais de la vie, machin, et puis tu apprends à les aimer. Il y a des gens, tu les vois tout de suite, tu dis, eux, je les aime, et 3 mois après, tu te dis, mais pourquoi je les aime? C'est ça la beauté de la vie, en fait. Il n'y a pas de règle. Mais il faut avoir la barre. Et une relation cofondateur, c'est comme un couple. Ça se travaille. Vous pouvez prendre à peu près n'importe quel bouquin écrit sur la gestion de couple et l'appliquer avec votre cofondateur. C'est les mêmes règles. Il faut communiquer, il ne faut pas laisser les frustrations s'installer, il faut passer du temps ensemble, avoir des moments réservés. Je vais vous dire, j'ai de la chance de ne pas avoir une femme jalouse. 100% des gens pensent que je sors avec Alice. Vous imaginez pas le nombre de fois, à des soirées de famille, on a demandé à ma femme, mais Alice ou Sama, ça ne te dérange pas? Quoi? De quoi on parle? On m'avait rien dit? Donc non, mais c'est pas... Il n'y a pas un modèle, en fait. Et fais moins de projets et fais-les plus intensément. Juste dans la façon dont tu poses la question, ça se sent que tu es trop dispersé. Et la dispersion, ça coûte cher. L'arme numéro 1 dans la vie, c'est pas d'augmenter son nombre d'options, c'est d'augmenter son focus quand on est entrepreneur. C'est la différence entre un investisseur et un entrepreneur. Et c'est rare d'être un investisseur quand on est un entrepreneur. C'est d'ailleurs pour ça que les investisseurs sont bénis. Hein. Ils sont quand même une position de pouvoir extraordinaire, c'est que comme ils peuvent augmenter leur optionnalité, ils gagnent moins, mais ils gagnent plus souvent. Et quand vous êtes entrepreneur, vous devez être intense. Question? Ouais. Ouais. Tu viens toi après, parce que tout à l'heure tu lèves la main, mon pauvre. C'est vous le micro? Ouais, ici. Ok, tu passeras devant après. Ça marche. Je reprends deux trucs que tu as dit. Plutôt, tu as dit, le boulot de l'entrepreneur, c'est de mieux comprendre la problématique. Et tu as dit, on ne sait pas bosser. Le français, il ne trouvera probablement pas son marché en France. Le belge, il ne trouvera sûrement pas son marché en Belgique. Tu vois, c'est marrant parce que tu rajoutes un mot qui t'arrange, mais je n'ai pas dit probablement. Sûrement pas. Ouais, mais c'est tout le sujet. C'est qu'en fait, il existe autant de cas où ton marché est local que de cas où ton marché n'est pas local. Et si tu ne te poses pas la question de savoir où est le meilleur endroit où lancer, si tu penses qu'il y a des évidences, tu prends des risques. Donc la question est plutôt, ok, donc si probablement ou sûrement tu ne trouveras pas chez toi. Non, comment tu veux probablement la problématique ailleurs? Arrête, probablement 80% des boîtes de The Family en France se lancent en France. Qu'est-ce que tu crois? Évidemment que la plupart des boîtes ont un marché local cohérent. Ça veut juste dire que c'est une preuve que
Il n'y a pas de règle. Il faut toujours allumer son cerveau. Donc, je vais reformuler la question. Et la question, c'est comment on fait quand notre marché n'est pas local pour pouvoir se lancer à distance? Et bien, tout simplement en prenant l'avion et en passant du temps. C'était pas c'est ça pas la la question, c'est comment on comprend le marché ailleurs. Ben, en prenant l'avion, en passant du temps. En prenant l'avion, en passant du temps. Je vais donner un exemple tout bête. Tu fais un produit SaaS non localisé B2B. La probabilité que ton meilleur marché soit les États-Unis est de pratiquement 100%. Qu'est-ce qui se passe si tu te dis, je vais d'abord avoir des clients locaux et après je vais lancer les États-Unis? Jamais de la vie, les clients locaux te laisseront lancer les États-Unis. Ce sera un tel défocus que tu auras pris le banc de poisson au bord de la rivière plutôt que la baleine au large. Mais évidemment, ça a un coût, c'est que dès one, tu dois passer un tiers de ton temps, un quart de ton temps, la moitié de ton temps aux US. J'ai rencontré la fondatrice d'une boîte là, qui a été vendue à Zendesk 100 millions récemment en France, une femme incroyable. Et elle me dit, moi, j'ai mis 5 ans à signer mon premier client français. Je dis, putain, 5 ans, c'est long. Je dis, pourquoi? Elle me dit, mais on avait tellement de demandes aux US qu'on a mis 1 an à avoir notre premier client, mais après, ça a été un délire. Et je lui dis, mais tu t'es installé aux US? Elle me dit, non, j'avais mon mari et mes 3 enfants étaient à Lyon, je ne pouvais pas m'installer aux US. Je lui dis, bah, t'as fait quoi? Elle me dit, bah, j'ai passé 1 semaine sur 2 aux US. Ben voilà. Est-ce que passer 1 semaine sur 2 aux US pendant 5 ans, c'est un modèle? Non, c'est un putain de cost. Mais c'est juste qu'elle a regardé sa boîte. Elle s'est dit, si je fais une boîte en France, je serai personne. Si je fais une boîte aux US, je serai quelqu'un. Je veux être quelqu'un. Bon, bah, 1 semaine sur 2, je serai aux US et ce sera une vie. Merde. Puis en plus, je vais te poser la question, combien de temps t'as mis à voyager en classe affaires? 2 ans. Pendant 2 ans, t'es en classe éco. 6 heures New York, 6 heures retour. Je veux dire, t'as intérêt d'avoir un mari très compréhensif. Hein. Mais il n'y a que des femmes et des maris compréhensifs qui permettent à des gens de créer des grandes boîtes. Arrêtons de nous mentir. Ça a un coût personnel. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Tu fais ça 5 ans, tu gagnes 100 millions, et puis toute ta vie, après, tu kiffes. C'est ça le truc. Les entrepreneurs sont des gens qui veulent que leur courbe de revenus de vie ait lieu en très peu de temps. Regardez, là, vous avez votre courbe. Tout le monde dans cette pièce a une courbe linéaire qui représente l'ensemble de l'argent qu'il gagnera dans sa vie. Tout le monde ici a une fonction y égale à x plus b, qui représente l'ensemble des revenus. Si vous êtes diplômé, elle est un peu plus forte que si vous n'êtes pas diplômé. Être entrepreneur, c'est prendre la courbe au bout, là, le jour de votre mort, et la plier, comme ça, pour la ramener dans une fenêtre de 10 ans. 10-15 ans. Et bien pour faire ça, il faut une sacrée énergie cinétique. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on peut avoir un équilibre vie personnelle, vie professionnelle? Et vous voulez un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ne soyez pas entrepreneur. Hein. Il n'y a pas d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle pour un entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on en prend plein la tronche. Mais c'est cool, c'est un deal. Enfin, et il y a des gens, ils le font 3 ans, il y a des gens, ils le font 10 ans, il y a des gens, au bout de 20 ans, ils y sont encore. c'est toujours le truc que moi j'adore, c'est les mecs, ils ont jamais make it, mais ils y croient encore. Ça fait 20 ans, 25 ans. Mais ils finissent toujours, vous savez pourquoi je rigole? Parce que tout le monde finit toujours par réussir, d'une façon ou d'une autre. En fait. Si vous essayez quelque chose suffisamment longtemps, vous finissez toujours par le craquer. Il y a juste des gens plus longs que d'autres, il y a des gens moins chanceux que d'autres. Mais voilà, t'as pas... Donc tu as une seule façon de faire, c'est d'abord prendre ton téléphone, passer du temps, rencontrer les gens, et prétendre que tu es là. Bon, par exemple, quand je vivais à San Francisco, on parlait beaucoup du fondateur d'un truc d'email, là, j'ai oublié son nom. Comment ça s'appelait la boîte d'email très connue en France là? Sparrow. Ouais, quelqu'un connaît Sparrow là dans la pièce? Vous connaissez? Non, c'est pas notre génération. Bon, c'était la boîte d'email incroyable dont tout le monde parlait quand j'étais plus jeune. Moi, j'étais persuadé que le mec qui avait créé ça était américain. Et tout le monde dans la vallée m'en parlait comme une boîte américaine. Et un jour, j'écris un email au support de Sparrow, et le mec me répond ah, c'est marrant parce que je vis 187 rue du Temple, et il n'y a pas si longtemps qu'ils faisaient des fêtes. Le mec me répond ça après ma question de support. Je dis quoi? 187 rue du Temple, mais c'est là où je vivais en France avant. Et en fait, je me rends compte que c'était mon voisin du 5e qui faisait Sparrow. Et en fait, le mec, il est français, il vivait à Paris et tout. Tout le monde pensait qu'il était américain. Parce que le mec, il s'est dit, franchement, est-ce que les gens ont envie de télécharger un email français? Qui a envie de télécharger une app d'email français? Personne.
Enfin, personne de sain. Je veux dire, quand vous pensez boîte, B2B, machin, vous pensez American, tu vois, c'est normal. C'est eux qui ont le marketing. Bah, le mec, il s'est pas fait chier. Alors je lui avais dit, mais pourquoi tu t'installes pas aux US? Il m'a dit, j'aime pas les US. Fais chier. Il m'a dit, mais comment tu fais quand les gens me demandent des rendez-vous? Il dit, il m'avait raconté ça, il m'avait trop fait. Il m'avait dit, mais je leur dis que je prends des rendez-vous 3 jours par mois parce que le reste du temps, je suis focus. Il existe toujours une solution à tous les problèmes. Enfin, tu vois, mais c'est des questions de mentalité, c'est des questions de volonté. T'as le micro? Vas-y, avancez le micro là. T'avais une deuxième question? Non. Oh, pardon. Bonjour. Moi j'avais une question, c'était pas avec l'écosystème qu'il y avait en Europe, vous avez essayé de changer et tout ça. Vous dites bien essayé de changer, c'est très sympa. Et aussi le fait que vous l'avez dit, vous faites ça vraiment de manière privée, vous n'avez pas d'argent public ni rien. Du coup, les problématiques que vous avez eues en créant d'abord à 3 et tout ça, c'était quoi alors? Parce que vous parlez beaucoup d'autres startups et tout ça, mais les problématiques, c'est comment? Les problèmes qu'on a rencontrés, nous? Ouais, comment vous avez ça des... The Family, il y a eu... Je crois qu'on en est à la 4e version de The Family. Il y a eu une première version de The Family qui était très chill and cool. Qui était... on avait un appart dans le Marais, qui était l'ancien appart de Véronique Sanson, où elle y faisait des fêtes. Donc il y avait des bonnes vibes. Et on y faisait des dîners, des fêtes. Et pour te dire, cette année-là, on avait fait 80 000 € de chiffre d'affaires en 2013. Et sur les 80 000 € de chiffre d'affaires qu'on avait fait, il y avait 60 000 parce qu'on avait organisé une fête dans une boîte de nuit. Ça s'appelait The Overnight. C'était trop bien. Et avec Alice, vraiment, Alice fumait des clopes comme ça dans le lit, et avec moi, et on disait, putain, on devrait faire un truc dans la nuit, on serait trop fort et tout. Donc ça, c'est The Family version 1. Et The Family, ça a commencé comme un truc où on prenait 1% dans les boîtes. On avait 2 stagiaires, dont un qui est ici, qui s'appelle Hugo, qui à l'époque était presque stagiaire. Il n'était pas encore stagiaire, il était en train de devenir stagiaire. Et en fait, on avait un Dex Venture qui avait investi, parce qu'ils avaient investi 150 000 €, mais tout le monde pensait qu'ils avaient investi 1 million. Et donc, littéralement, à l'époque, on avait levé 200 000 €, on en avait dépensé 280, parce qu'on avait fait 80 000 € de chiffre d'affaires. On n'avait plus d'argent sur notre compte, et on a passé Noël entre amis. D'ailleurs, ma famille a passé Noël avec la famille d'Alice, c'était le premier Noël qu'on passait ensemble. On a fait une côte de bœuf dans la cheminée, et on avait littéralement 2000 € sur notre compte. Et j'ai dit à Noël, à Alice, avec un air très sérieux, il faudrait quand même qu'on réfléchisse à un modèle pour gagner de l'argent. Et Alice m'a dit, ouais, je sais pas comment on fait. Et Nicolas, il écrivait des articles, et donc on avait cette espèce d'image incroyable grâce à Nicolas, intellectuel, sur la transformation de l'écosystème, machin, mais il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. Et on avait quelques entrepreneurs. Alors un des entrepreneurs, il est là-bas, il s'appelle Balthazar, et il venait manger beaucoup de côtes de bœuf. Et c'était cool, et on passait des bons moments, quoi. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est marrant la vie. On faisait tellement de fêtes dans cet appart qu'il y avait tout le temps la police qui venait, les voisins n'en pouvaient plus. C'était Gypsyland. Hein. Et un jour, il y a un voisin qui a brûlé notre boîte aux lettres. Il a foutu le feu à notre boîte aux lettres. Le problème, c'est qu'en foutant le feu à notre boîte aux lettres, il a foutu le feu à toutes les boîtes aux lettres, de rage, tu vois. Et il a failli foutre le feu à l'immeuble, en fait. Et là, la proprio s'est dit, ok, là, on atteint un niveau, l'immeuble, il va flamber à cause de ces timbres, je leur renouvelle pas le bail. Et donc, on n'avait plus d'appart, donc on avait The Family, on était le 15 janvier, et on n'avait plus d'appart, et on venait de prendre un autre stagiaire, donc on était passé de 2 à 3 stagiaires. Et voilà. Et là, il s'est passé un truc que seul à The Family, ça se passe. J'ai dit, ok, il y en a marre de déconner, on va visiter un lieu, on va prendre un vrai lieu, puis on va prendre plus de startups, puis on va commencer à structurer, on va bien trouver un moyen de faire de l'argent.
Et Alice et moi, on a visité le lieu qu'on a actuellement à Paris. Il fallait poser 250 000 euros de caution, 400 000 euros de loyer par an. On n'avait pas levé de fonds, on avait levé 200 000 balles, 300 000 balles. Et on a fait des startups dans lesquelles on avait 1%, en clair, rien. Enfin, vous prenez 1% dans une boîte la première année, après 4 tours de table, il vous reste 0,2. La startup, elle est vendue 100 millions, vous gagnez 200 000 euros. Ça ne paye pas le prix qu'on a dépensé en alcool sur la boîte. C'est pas un modèle en fait. Et donc on visite ce lieu magnifique et tout. Et je me souviens avec Alice, qui est un ex-proprio trop sympa, qui était un peu vieux, qui était très nerveux, qui disait mais comment vous allez payer et tout. Oui, je dis oui, Index Venture a investi. J'avais appelé Martin Mignot, qui était notre investisseur. Je dis ouais, tu veux pas appeler le proprio pour lui dire qu'on n'aura pas de problème pour payer et qu'Index va réinvestir des millions et tout. Le mec, on ne va pas réinvestir des millions. Je dis, attends, Martin, je t'ai pas dit de réinvestir des millions, je t'ai dit de dire au proprio. Donc, il ne voulait pas appeler le proprio, évidemment, parce que c'est un garçon très honnête. Et donc, on fait la danse du ventre au proprio, et donc je vois bien qu'on n'arrive pas à le convaincre. Et je me dis, bon, écoute, je sors le chéquier, je fais un chèque de 250 000 euros, je dis, écoutez, vous déposez ce chèque dans 4 semaines, et comme ça, vous avez la caution, et puis on parle du loyer après. Le mec, il était avec son chèque de 250 000 euros, il était comme un ouf. Et je sors et j'appelle le banquier, je lui dis, écoute, Xavier, c'est Xavier Chopard, donc, ok. Je dis, Xavier, alors il y a un chèque qui va se présenter sur le compte de 250 000, et Xavier me fait, ouais, c'est cool, mais attends, il y a combien sur votre compte là? Je dis, il y a 4 000 euros. De 200 combien? 250 000. D'accord, mais on fait quoi alors, Oussama? Ben, je dis, en fait, tu sais, il y a une procédure dans ton logiciel bancaire qui permet de mettre le chèque en attente 4 semaines. En fait, tu as toutes des lois en France où tu peux garder un chèque. Tu peux mettre jusqu'à 4 semaines pour le rejeter. Et quand il n'y a pas de provision, la règle, c'est que la banque le rejette immédiatement. Et moi, je ne voulais pas qu'elle le rejette, je voulais que le proprio pense que son chèque était passé. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu as cette feature, tu peux l'utiliser, mais non, je ne vais pas l'utiliser, donc tu convaincs ton banquier de le faire. Et là, on a créé Coup d'État, que vous avez sans doute tous regardé, qui était une formation à 2500 euros, on en a vendu 100. Ça fait 250 000, on a pris le lieu. On n'avait pas d'argent pour faire les travaux. On a commencé à lever de l'argent. On a levé un peu d'argent à droite à gauche. Et dans cette version 2 de The Family, pendant 2 ans, on n'a jamais eu plus d'1 mois de cash d'avance. Jamais, à The Family, on n'a eu plus d'1 mois de cash d'avance. Et tous les mois, on réinventait le modèle, on réinventait le business model, etc. Et puis on a commencé à atteindre une taille, on était entre plusieurs pays et tout, et là on commençait à avoir des problèmes. Et c'était l'internationalisation, et on n'arrivait pas à comprendre comment faire. On bossait ensemble, on était désorganisés, on n'avait pas de process. En plus, moi, je suis tellement allergique au process que ça en devient maladif. Et donc, à un moment, il fallait quand même un peu organiser. Et donc, j'ai beaucoup résisté. Et puis, à un moment, on a rencontré Paul Graham. Paul Graham a sauvé notre boîte. Et il nous a donné des conseils qui nous ont donné de la peps. Et là, on a restructuré, c'était The Family 3. On était entre Paris et Londres, Berlin. Et on arrivait à gagner de l'argent avec une boîte de conseils qu'on avait créée qui s'appelait Pathfinder. Et donc, on a mis Coup d'État gratuit. Et ensuite, on a démarré The Family 4. Et maintenant, en fait, on a convaincu des gens un peu fous de nous donner tellement d'argent qu'on peut structurer un truc de long terme. Mais tu vois, le problème de The Family, c'était de comprendre où était la valeur. On a mis 5 ans à comprendre le mécanisme de création de valeur. Ça peut être très long, en fait. Mais ce qui compte, c'est qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Un système complexe, ça se ne met jamais au point a priori. Ça se met toujours au point a posteriori. Un système complexe, il y a une seule façon de le faire, c'est vous le faites au hasard. Faites beaucoup de choses. Vous essayez de mettre le plus d'intensité possible pour voir où ça casse. Et quand ça casse et ça bloque, vous prenez un marteau et vous tapez dessus. Et vous faites des process, des machins a posteriori. Et vous dites, tiens, ouais, il y a un truc. Et donc, en fait, vous donnez une image. Si vous voulez comprendre la logique, c'est que vous mettez plein de points sur une courbe, au hasard. Et à un moment, vous dites, ah, tiens, ça fait une courbe comme ça. Et là, vous tracez la courbe et ça devient le modèle. Et ces modèles-là sont toujours plus intéressants que ce que vous imaginez. Parce que personne n'est suffisamment intelligent pour imaginer la réalité. Personne. C'est pour ça que tous les trucs de commissariat au plan, tout ça, ça foire. Bon, c'était un plaisir, Bruxelles. C'est comme dans les bars, on a mis la lumière plus fort pour arrêter. Donc, c'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Girl, I found it.